Alors, je pense qu'il y a déjà pas mal de choses qui ont été dites aujourd'hui. Mais un des reproches qu'on peut nous faire, à juste titre, et particulièrement quand on parle de l'extrême droite ou de la fascisation, qui est une dynamique globale et mondiale, c'est que souvent, on n'a pas forcément trop de débats entre nous et que du coup, on se complaît à se dire qu'il faudrait faire ceci, qu'il faudrait faire cela, mais il n'y a pas trop d'autocritique. Ça, c'est un reproche qu'on entend très régulièrement. Et donc, là, ce qu'on va vous proposer, c'est de faire un état des lieux avec différents points de vue, de même pour des perspectives et des hypothèses de lutte contre l'extrême droite, en essayant de revenir sur différents points qui ont été abordés depuis le début de la journée, la question de Ruffin, la question de l'union nationale, de se rassembler autour du drapeau ou pas, et la question électoraliste, est-ce que par exemple voter ça va suffire à lutter contre l'extrême droite, quelle réponse extra-parlementaire on peut apporter pour lutter contre l'extrême droite aussi. Est-ce que les deux se complètent ou les deux sont totalement indissociables? Et du coup, pour rentrer dans le vif du sujet, avec moi aujourd'hui, avec nous aujourd'hui à nos côtés, il y a donc GECO, membre de l'Action Antifasciste, qui est un groupe qui fait un travail du coup formidable depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. René Monza. Tu as été militant notamment chez Ralfron, tu es syndicaliste et un auteur, je dirais, spécialisé sur la question de l'extrême droite et de la fascisation de manière générale. Et Vanina, qui est militante chez Autonomie de classe. Je vais commencer du coup par donner la parole à GECO. Ouais, bonjour tout le monde. Je vais commencer par lire, mais après il y aura une discussion normalement un peu plus fluide. Alors ça commence à faire pas mal de temps qu'on dit qu'il est minuit moins le quart et la question du fascisme est en passe de devenir presque ennuyante. On sait bien que ça va empirer, on est tous un peu sidérés par ce qui se passe et on voit bien qu'on n'a pas sous la main une stratégie victorieuse toute faite. Peut-être que la mort d'un vieux tortionnaire de la République est l'occasion de rappeler quelques éléments importants sur le fascisme français et sur la trajectoire qu'il mène de la chute de Vichy aux portes du pouvoir, si tant est qu'il n'ait pas déjà largement glissé un pied à l'intérieur des salons dorés de l'État, notamment quand on pense au trio Retailleau, Darmanin, Valls, actuellement en charge de la police, de la justice et des colonies dans le gouvernement actuel. Au fond, les hommages de moins en moins honteux rendus à un vieux fasciste borgne ne sont que l'un des signes de la fin de ce qu'on a l'habitude d'appeler, dans les milieux de l'antifascisme autonome, l'antifascisme moral ou républicain. Par cette expression, on désigne un dispositif politique occidental qui circonscrit le fascisme à l'extrême droite organisée, perçu essentiellement comme une rémanence archaïque du passé. Dans ces conditions, l'antifascisme républicain signifie le soutien aux institutions actuelles, issues de la victoire de 1945, et a pour horizon ultime la concorde des dimanches électoraux. Dans le monde merveilleux des antifascistes républicains, on est depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale pris dans une course vers le progrès, où l'horreur raciste ne forme qu'une survivance du passé, et où l'extension du marché mondial rime avec des espoirs de paix et de progrès pour les droits des minorités. La preuve, s'il en fallait, de l'absurdité de ce discours, c'est la guerre génocidaire toujours en cours à Gaza, entièrement rendue possible par les livraisons d'armes occidentales, états-uniennes et allemandes en premier lieu, mais la France y participe également. Depuis le 7 octobre, on a vu les dirigeants de la plupart des démocraties libérales occidentales venir clamer le droit d'Israël de se défendre. Des pans entiers, largement majoritaires de la presse de ces pays, se sont mis au service de la propagande israélienne. En France, les mêmes journalistes qui se targuent de vivre au royaume de Charlie et de la liberté de la presse ont repris une à une toutes les fake news de Tsahal et rechignent par tous les moyens à parler des crimes israéliens pourtant largement documentés par toutes les institutions internationales. Le caractère monstrueux de l'antifascisme moral en phase terminale tient peut-être à cela. C'est au nom de la mémoire du génocide des Juifs d'Europe qu'on justifie le génocide en cours des Palestiniens de Gaza. C'est au nom de la mémoire de la Shoah que l'Occident capitaliste assume à nouveau son visage génocidaire. Si le choc de Gaza signifie la fin de l'antifascisme moral et républicain, souvenons-nous que depuis le début, l'innocence de 1945 masque mal le maintien sous-jacent d'une forme latente de fascisme, toujours disponible comme répertoire d'action et de pratique. Prenons l'exemple d'Israël. Toujours désigné comme la seule démocratie du Moyen-Orient, sa réaction au 7 octobre a relancé les débats sur le caractère fasciste de son gouvernement. Des éditoriaux d'Haaretz à Ziv Sternel, l'idée qu'Israël est en voie de fascisation circule depuis longtemps déjà. Rappelons qu'avant le 7 octobre, la presse occidentale regardait avec sympathie le mouvement contre la réforme liberticide de la Constitution. Pourtant, les absents de la discussion, ce sont systématiquement les Palestiniens. Le fascisme, ici, désigne ce qui s'applique aux populations légitimes d'un point de vue occidental, ceux qui les travaillent, pas les sévices subis depuis des décennies par les Palestiniens, avec qui l'État d'Israël s'est toujours comporté de manière fasciste.
Cette pensée coloniale vaut également pour la France. Souvenons-nous que depuis le début, l'innocence de 1945 masque mal le maintien sous-jacent d'une forme latente de fascisme, toujours disponible comme répertoire d'action et de pratique. Une date est emblématique à cet égard, celle du 8 mai 1945, jour de l'armistice et de la victoire finale contre le nazisme pour la France des jours heureux. C'est aussi celle des massacres de Sétif, Guelma et Kerata, au cours desquels la France, pourtant libérée, massacre des dizaines de milliers d'Algériens. Rappel s'il fallait que l'exception fasciste en Europe constitue l'effet retour de la norme colonialiste, pour parler comme Césaire, ou pour le dire avec les mots de la revue Résistance algérienne, qu'est-ce que le fascisme, sinon les méthodes du colonialisme appliquées au sein des pays traditionnellement colonialistes. Dès le départ, le récit de l'antifascisme mainstream sert à masquer une réalité bien plus trouble. La persistance du fascisme français qui accompagne les guerres de décolonisation et l'anticommunisme tout au long de la seconde partie du XXe siècle. Ainsi, c'est en 1954, au moment de la victoire de Dien Bien Phu et du déclenchement de l'insurrection algérienne, que les bandes fascistes se reconstituent et refont partie d'elles pour la première fois depuis la libération. Recrutant au sein des anciens combattants d'Indochine et d'Afrique, elles attaquent le siège du Parti communiste, font le coup de poing dans la rue et donnent naissance à la branche métropolitaine de l'OAS. C'est la contre-insurrection coloniale mise en œuvre par la République française qui redonne un espace et des troupes au fascisme français. Au sein de l'OAS, anciens collabos et anciens résistants anticommunistes se réconcilient pour défendre l'Empire arme à la main. Le poignard utilisé par Le Pen au cours de ses séances de torture, dont la photo a recirculé ces derniers jours, peut être vu comme un symbole de ce retour du refoulé fasciste au sein d'une armée républicaine aux ordres du socialiste Guy Mollet. En effet, ce type de poignard n'est pas en dotation dans l'armée française, il s'agit d'un poignard des jeunesses hitlériennes. C'est un coup d'État militaire initié par l'armée coloniale, l'opération Résurrection, qui donne naissance à la Ve République, et qui sera marqué dans ses premières années par la lutte de pouvoir entre les deux factions politico-militaires issues de la contre-insurrection coloniale, l'OAS et les gaullistes. De ce point de vue, il n'est pas étonnant que des personnages comme Le Pen et d'autres anciens cadres du mouvement pour l'Algérie française vont progressivement s'y retailler une place de plus en plus centrale. En Europe, au même moment, les armées secrètes de l'OTAN recrutent au sein des troupes fascistes défaites en 1945 et jouent un rôle décisif dans la lutte anticommuniste sur le continent. Qui de mieux que des fascistes pour se battre contre des communistes, comme le résume l'un des cadres de la CIA actif en Italie à l'époque. La spécificité française tient peut-être au fait que De Gaulle, méfiant des Américains qu'il soupçonne d'avoir favorisé l'OAS, décide de se doter de sa propre officine de barbouzes anticommunistes, le SAC. Toutefois, en 1968, face à la menace populaire, De Gaulle se rend à Baden-Baden auprès du général Massu pour s'assurer du soutien des soldats perdus de l'ancienne OAS qui voient ainsi leurs militants amnistiés et sortir de prison dans la foulée. C'est dans ce contexte de l'immédiat après 68 que naît le GUD, dont l'objectif est de combattre la chienlit gauchiste dans les universités, le GRES, qui va se positionner sur un terrain plus culturel, et Ordre Nouveau, qui donnera naissance en 1972 au Front National. À la fondation du parti, on retrouve autour de la figure de Jean-Marie Le Pen, comme pour le mouvement de Algérie française dans la décennie précédente, un ancien Waffen-SS, Pierre Bousquet, mais également un ancien président du Conseil national de la Résistance, Georges Bidault. Réunis pour faire front contre une nouvelle figure de l'ennemi intérieur, les travailleurs immigrés et leurs descendants. Dès l'année suivante, on compte une cinquantaine de meurtres racistes contre des Maghrébins, notamment dans le sud de la France, où se trouve bon nombre de rapatriés d'Algérie et d'anciens de l'OAS. S'esquisse ici un rapport purement instrumental à l'extrême droite, dont on pourrait voir le prolongement avec le soutien de Mitterrand à l'explosion médiatique du Front National dans les années 80. Mais c'est un phénomène plus complexe et dialectique qui va voir le jour au fur et à mesure que la France s'enfonce dans le néolibéralisme. À mesure que les privatisations s'accélèrent, que les acquis sociaux sont détricotés un par un, que l'espace de compromis avec la bourgeoisie s'amenuise, la place de l'extrême droite dans le dispositif politique français change. Désignée comme un autre absolument extérieur au jeu politique acceptable, l'extrême droite joue en réalité un double jeu. À la fois pourvoyeur d'idées fascistes, son essor justifie également la mise en place de mesures racistes et liberticides. En lui déroulant le tapis rouge tout en ne cessant de s'en dissocier, l'antifascisme moral du bloc capitaliste au pouvoir contribue à assurer la progression de ses idées tout en leur donnant un vernis subversif. Les succès électoraux qui ne manquent pas de suivre donnent ainsi la meilleure des excuses aux différents gouvernements pour mettre en œuvre des pans entiers du programme de l'extrême droite. Deux précisions s'imposent alors. Les élites ne cessent de justifier l'accélération raciste en invoquant le racisme qui s'est viré au sein des classes populaires blanches. Il n'est pas certain que ce soit si simple que cela. Un élément pour atténuer l'importance de ce schématisme, c'est le constat qu'il n'y a pas de mouvement social fasciste de masse dans le pays malgré le déferlement raciste au sein des médias et de la classe politique. Il ne se passe pas rien non plus. Les bandes fascistes essaiment et tentent à Crépol et ailleurs de renouer avec des formes d'agitation de rue. Des attentats d'extrême droite sont déjoués. Des actes racistes augmentent.
Mais force est de constater qu'on est encore loin d'une activité massive des fascistes dans la rue, comme on l'a vu par exemple dernièrement au Royaume-Uni. Au contraire, s'ils ont bien tenté d'être présents dans certains mouvements sociaux, à l'instar des Gilets jaunes, ils ont été défaits par les militants révolutionnaires, n'ont pas su faire des mobilisations contre le pass sanitaire, le grand mouvement qu'ils espéraient, et ont été corrigés là où ils ont essayé de descendre dans la rue au moment des émeutes pour la mort de Naël. Même opposé à la réforme des retraites, le RN n'a joué aucun rôle significatif dans le mouvement. La dédiabolisation au Palais Bourbon ne fonctionne pas sur le pavé des immenses cortèges parisiens, pour le moment, quand des fractions du peuple sortent de leur posture de spectateurs et d'électeurs passifs et se mettent en mouvement. Les fascistes aujourd'hui se distinguent de ceux des années 1930 parce qu'ils sont pour l'instant incapables d'investir ou de rivaliser avec le mouvement social. On est donc loin de la politique de masse et de l'effroi suscité par les chemises noires ou des milices capables de commettre des pogroms et de fomenter des coups d'État. Le caractère massif du fascisme, aujourd'hui, tient davantage à une forme de mode passif diffuse à travers les réseaux sociaux, à travers l'influence exercée via des appareils idéologiques comme CNews ou des chaînes de YouTube de développement personnel pour aspirants Babtou solides. Ce qui est à craindre, c'est l'articulation d'une génération biberonnée à cela, la radicalisation et la mise en mouvement d'une partie des 10 millions d'électeurs RN, avec un ensemble de syndicats de flics, d'ex-flics, d'anciens militaires, de syndicats d'agriculteurs de droite, de compagnies de sécurité privées, prêts à former une milice qui n'aura pas eu besoin de se construire politiquement. Cette forme n'existe pas aujourd'hui, mais elle pourrait se concrétiser dans le cas très hypothétique d'une victoire électorale de gauche à l'avenir. Deuxième précision, l'accélération raciste et autoritaire continue que l'on vit depuis près de 2 décennies, soit pour aller vite l'ensemble des lois islamophobes, de la loi de 2004 sur le voile à la loi sur le séparatisme, les lois anticasseurs et antiterroristes, les dissolutions à répétition et l'inscription des dispositifs propres à l'état d'urgence dans le droit commun, les interventions impérialistes à travers le monde et le bellicisme de ceux qui veulent nous réarmer. Tout cela est évidemment alimenté par des idéologues d'extrême droite. Mais ce serait se raconter des histoires que d'en faire les détenteurs absolus de la réaction. La droite n'a eu aucune difficulté à faire passer sa loi sur le voile, qui a été soutenue par une large partie de la gauche. C'est au nom de l'esprit Charlie que les socialistes ont promulgué l'état d'urgence, qui s'est traduit par des milliers de perquisitions arbitraires dans les quartiers populaires, avant d'impacter le mouvement social. La clique d'intellectuels médiatiques se revendiquant de la gauche républicaine autour de la revue Franc-Tireur ou du Printemps républicain a joué un rôle d'avant-garde culturelle au moins aussi décisif dans le processus de fascisation actuel que leurs homologues de la nouvelle droite. C'est un point essentiel qu'a tenté d'obscurcir l'antifascisme moral et républicain. L'élaboration et la mise en pratique de politiques fascistes enrôlent à son service bien au-delà de l'extrême droite traditionnelle, dans une dialectique extrêmement inventive. Pierre Laval était un socialiste tout ce qu'elle put sincère en 1939. Manuel Valls attend désespérément l'occasion de se transformer en un nouveau Marcel Daire. C'est un point essentiel pour se défaire du fétichisme du basculement. Notre camp reste souvent prisonnier de l'idée qu'un jour, soudainement, le grand soir marque l'avènement du fascisme, comme d'ailleurs un autre grand soir devrait mener au communisme. Dans l'état actuel des choses, au regard de l'absence de mouvement social fasciste de masse, mais aussi de la grande faiblesse du camp révolutionnaire, il y a fort à parier que le basculement prenne la forme d'une élection tout à fait classique, sans besoin d'une marche sur Rome ou d'un incendie du Reichstag. Seulement, cette extrême droite, étant avant tout alignée sur les intérêts des capitalistes et de l'impérialisme transatlantique, il est probable qu'elle sera incapable de mener ses minces promesses sociales à bien, si ce n'est en intensifiant terriblement le racisme d'État. Ce sur quoi il faut insister, c'est que l'aboutissement du processus de normalisation peut aller jusqu'à l'intégration au jeu politique d'alternance qui caractérise l'antifascisme moral en France. Intégration qui se double d'une centralité des thèmes, des idées et des pratiques fascistes. Bref, une alternance entre plus ou moins fascistes. Il est donc nécessaire de rompre avec l'idée de bascule irrémédiable ou de grand soir fasciste. On a moins besoin aujourd'hui d'une définition extrêmement précise et circonscrite de l'extrême droite ou du fascisme que d'identifier la dialectique entre extrême centre et extrême droite et d'analyser la dynamique qui en résulte pour mieux la combattre. L'une des premières conséquences pratiques pour un antifascisme conséquent aujourd'hui, c'est que la lutte contre le fascisme ne peut se réduire à la lutte contre l'extrême droite désignée comme telle dans le discours officiel. C'est une double erreur. D'abord, pour les raisons qu'on vient d'expliquer, c'est manquer complètement le processus par lequel les idées fascistes en viennent à occuper cette paradoxale centralité subversive si efficace. D'autre part, c'est une manière de reconduire l'illusion de l'antifascisme moral, en visant uniquement l'extrême droite, en faisant le mal absolu, qui justifierait des alliances même provisoires avec les forces les plus systémiques et gestionnaires. On commet un suicide politique, voué à nous couper des révoltes populaires qui essaiment depuis des années. Car la résistance à la fascisation dans ce pays s'est jouée d'abord et avant tout dans la rue. C'est un point essentiel que le sursaut électoral de juin dernier ne doit pas nous faire oublier, et le long coup d'État soft qui se déroule sous nos yeux depuis en est la preuve. Jusqu'ici, le meilleur moyen de faire ralentir l'hégémonie grandissante des fascistes, de placer en périphérie la centralité de leur mot d'ordre, ça a été la conflictualité.
soit la succession d'explosions sociales qui ont fait de la France le théâtre de la plus grande conflictualité en Europe depuis 10 ans. De la loi travail au mouvement pour des retraites, de la ZAD à Sainte-Soline, du rassemblement pour Adama devant le TGI à la révolte émeutière pour Naël, du mouvement de 2014 pour Gaza à celui de l'année dernière, des générations de lutte ont fait irruption et ont remis en cause le consensus raciste et autoritaire qui gagne les élites et une partie de la population. C'est ces révoltes et ces mouvements populaires qui ont dicté une large partie du programme du NFP et qui expliquent aussi le bon score de juin dernier, en plus du sursaut antifasciste. La rupture d'une partie de la gauche électorale et parlementaire ne fait que suivre la rupture de la rue. Toutefois, il est vital pour notre camp social de ne pas rester bloqué dans la simple préparation des prochaines échéances électorales ou dans une logique d'agitation parlementaire et médiatique qui risque de tourner à vide sans un retour en force des luttes sociales. La séquence électorale qui s'est ouverte avec la dissolution semble avoir eu raison des manifestations pour Gaza, alors même que les bombardements sionistes continuent et s'étendent à d'autres pays du Moyen-Orient. Et le décembre rouge annoncé par la direction de la CGT contre la vague de licenciements actuelle a été loin de tenir ses promesses. C'est donc à la réactivation des luttes populaires et à la construction de structures d'autodéfense et de contre-pouvoir territorial qu'il faut se consacrer. Les discussions des ronds-points et des halls d'immeubles ont montré qu'elles pouvaient déboucher sur des révoltes capables de faire trembler le pouvoir et nous ont fait entrevoir les bases d'une résistance populaire qui soit à la hauteur de la situation en cas d'une victoire électorale du RN. Pour tisser ce réseau de complicité, il convient de se défaire d'un ethos lié à l'antifascisme moral, celui de la respectabilité et des mains propres, qui conduit certains à ne pas dire les termes à propos de la Palestine occupée, à se distancer de certaines pratiques dans la rue ou dans les champs supposées nous isoler alors qu'elles sont les seules à avoir permis des victoires partielles dans la séquence récente, à ne pas se mobiliser quand c'est un imam qui subit la répression raciste ou pour ses positions pro-palestiniennes. Qu'on se souvienne de tous les camarades qui se pinçaient le nez devant ces gilets jaunes qui ne parlaient pas le vocabulaire militant 2.0. Celles et ceux qui n'ont pas hésité à incorporer le mouvement et à cliver en interne ont contribué à exclure les fascistes organisés qui tentaient d'orienter le mouvement dans un sens réactionnaire. À ne pas vouloir se salir les mains dans la complexité du mouvement social réel, nous serons incapables de faire composer les différentes réalités et sensibilités, différents modes pratiques. Nous serons aussi incapables de saisir ce que l'affrontement avec l'ordre social existant peut produire chez des gens qui ne sont pas, avant de se mettre en mouvement, des camarades. Pourquoi le mouvement des Gilets jaunes n'est pas devenu un mouvement fasciste ? Bien sûr, l'intervention antifasciste a joué. Mais plus profondément, quand tu rentres dans un conflit avec l'existant, la question de la police, de la répression, c'est une voie qui est difficilement praticable par les fascistes. C'est ce qui produit des transformations subjectives profondes. Maxime Nicole qui vient à la marche pour Adama, Éric Drouet qui parle impeccablement d'un meurtre policier raciste à Grenoble. C'est dans cet art de la composition et du conflit réel qu'est la voie vers une contre-hégémonie capable de donner vie à une société non fasciste. Comme il y a les soulèvements mandataires, il nous faut des soulèvements contre les violences policières, contre les licenciements et la vie chère, contre l'impérialisme et la guerre. C'est la seule voie vers la formation d'un bloc populaire offensif, un bloc en mouvement qui ne se limite pas à être un bloc électoral. Il n'y a pas d'échappatoire hors de ce bloc. Quel que soit le scénario, accélération de la catastrophe du néolibéralisme autoritaire, fascisation aiguë avec l'arrivée au pouvoir du RN, trahison par opportunisme ou défection de tout ou partie de la gauche NFP, assaut généralisé de la bourgeoisie contre un pouvoir minimalement de gauche, la nécessité d'imposer de l'extérieur du jeu parlementaire un rapport de force conséquent sera le même. C'est le seul moyen de construire une alternative conséquente où naissent des ferments d'alliances offensives qui nous débarrassent du pouvoir du capital, qui ne renoncera jamais à puiser dans le fascisme pour imposer son agenda. René, c'est à toi. Oui. Donc, je voulais intervenir sur quelques idées qui me semblaient importantes dans les débats. Certaines ont été piquées par Stathis Kovelakis, qui a dit ce matin une série de choses fort intéressantes, et je ne reviendrai pas là-dessus. La première idée, c'est qu'on est devant un phénomène international de montée des extrêmes droites. Donc, il n'y a pas simplement des causes franco-françaises à la montée des extrêmes droites. Il y a tout un ensemble de facteurs et l'analyse de Thomas Piketty de ce point de vue-là est tout à fait intéressante. Il souligne que dans les pays développés, dans l'ensemble des pays développés de l'OCDE, pour résumer, de l'Ouest, le mouvement ouvrier, les partis
qui représentait la classe ouvrière à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et pendant quelques décennies, représentait les couches sociales qui avaient le moins de capital économique et souvent pas beaucoup de capital culturel. En quelques dizaines d'années, et le processus était achevé à la fin du millénaire, ces organisations, donc principalement les social-démocraties, représentaient exclusivement les intérêts des couches qui avaient le capital culturel le plus élevé et souvent des revenus assez élevés en lien avec ce capital culturel. Il décrit le fait que ça a laissé un espace dans lequel se sont engouffrés ce qu'il appelle des socio-nativistes, c'est-à-dire dans la quasi-totalité de ces pays, des courants qui expliquent à une fraction des classes dominées que leur situation va s'améliorer en excluant et en marginalisant les gens qui ne sont pas natifs. Donc il y a le social articulé directement avec la discrimination des non-natifs. La deuxième idée, c'est, j'ai déjà entendu récemment, même de gens très honorables, dire que en fait, les extrêmes droites, les droites radicales n'avaient pas de programme. Parce qu'elles varient beaucoup. On peut entendre Bardella dire un jour quelque chose, le lendemain le contraire. C'est l'arbre qui cache la forêt. Les droites radicales, le RN en France et les groupuscules Reconquête ont un projet, ont un programme qui est le programme social-nativiste, c'est-à-dire promettre à des couches populaires que la situation s'améliore si on va marginaliser, exclure ou expulser une partie de la population française. Vous remarquerez que ça s'élargit constamment. Marine Le Pen cite d'abord en premier lieu les travailleurs sans papier sous OQTF, qui seraient le pire du pire, et là-dessus il y a un consensus assez général, y compris dans une partie de la gauche. Ensuite, c'est les étrangers qui n'ont pas la nationalité française, donc c'est un statut légal. Ensuite, il y a les immigrés. Alors, la différence vient de l'évocation de la catégorie de Français de papier. Les gens qui ont des papiers français, mais qui en réalité sont nés ailleurs et ne le seraient pas vraiment. Et ensuite, élargissant encore le champ, dans une intersection qui n'est pas parfaite, mais un élargissement qui est notable, c'est les musulmans. C'est les gens qui sont peut-être français depuis plusieurs générations, mais dont la supposée culture religieuse les rendrait incapables d'être vraiment français adhérents aux valeurs républicaines. Et donc le champ de ces exclusions dans ce programme social nativiste élargi est un champ qui est particulièrement important. Alors, il y a malentendu là-dessus, parce que les directions, en particulier du Rassemblement national, communiquent sur la partie sociale du programme social nativiste. En fait, les cadres du Rassemblement national et de Reconquête ne partagent pas tellement cette idée sociale, sauf à dire quand on est national, on doit être social, on peut avoir un changement avec un carburant à deux composantes, alliant le ressentiment social et l'exaltation nationale, qui a des relents en fait années 30 et assez germaniques, mais surtout, ils ont en tête l'idée ethnique. C'est-à-dire que le discours identitaire est un discours qui est défini par eux, par le fait que l'identité est d'abord une identité ethnique, et ensuite les autres aspects nationaux, religieux, sont secondaires, parce que sans ce socle ethnique, le reste ne peut pas tenir. Donc là, il y a malentendu entre ce qui est vendu et ce qui est vraiment voulu. Il y a un troisième aspect qui a été évoqué par Statis ce matin, c'est que tout cela n'est pas statique. C'est-à-dire, il n'y a pas de lien inéluctable, automatique, entre des positions sociales et des positions, des comportements politiques, électoraux ou sociaux. Alors, c'est quelque chose qui est évident quand, dans le mouvement syndical. Dans le mouvement syndical, on se rend compte qu'il y a des adhérents ou des gens qui votent pour les principaux syndicats de salariés qui se découvrent
des proximités avec l'extrême droite et qui commence à voter pour Marine Le Pen, très peu pour Zemmour, surtout pour Marine Le Pen, alors qu'il ne le faisait pas avant. Il y a donc, et je pense que Statis avait raison de le souligner, des couches sociales qui ont fait des mouvements, et qui dit mouvement dans un sens peut dire mouvement dans l'autre sens. Les choses ne sont pas complètement stables. Il y a un autre indice qui a l'air anecdotique, mais qui résulte de l'analyse des sondages précédant l'élection présidentielle. Alors les sondages, ça vaut ce que ça vaut, mais les évolutions qui marquent sont en général des évolutions réelles. Et au moment où Éric Zemmour s'est présenté, a dit qu'il allait se présenter à l'élection présidentielle, l'extrême droite faisait 32-33% dans les sondages, c'est-à-dire son score réel. Et quand Zemmour s'est déclaré, ça a été séparé quasiment moite-moite, 16 pour un, 17 pour l'autre. Et quand on regardait la composition sociale de chaque électorat potentiel dans les sondages, on voyait que des représentants des couches ouvrières et employés, donc des couches salariées, se répartissaient assez bien entre les deux candidats de l'extrême droite. Et en l'espace de quelques semaines de campagne électorale, avant la campagne électorale précisément, on a vu le score de Zemmour s'effondrer et le score de Marine Le Pen remonter. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu en 3-4 semaines une désertion massive de l'électorat populaire de Zemmour, qui était perçu comme un ami des riches, de la finance, de la start-up nation, etc., vers Le Pen, Le Pen qui, sur le fond, ne vaut pas beaucoup mieux d'un point de vue social, mais avait une image différente. Et cette mobilité, la rapidité de cette mobilité m'incite à penser que c'est la preuve que les questions sociales peuvent aussi jouer, influencer sur des intentions électorales. Ça, c'était des intentions. La quatrième idée, c'est qu'il y a une grande pluralité de l'extrême droite. Alors, on le voit à l'international, les thématiques de l'AfD allemande ne sont pas celles de Meloni en Italie, ne sont pas celles de Marine Le Pen en France, mais aujourd'hui, il y a en gros une internationale des droites radicales populistes, internationale qui est structurée au Parlement européen autour de plusieurs groupes qui sont séparés administrativement, mais qui ont à peu près la même stratégie, on pourra revenir dessus, dont le point fort, c'est le pouvoir hongrois, qui est le gouvernement hongrois, enfin le parti de Viktor Orban, est dans le groupe de Marine Le Pen. Mais c'est une internationale dont on voit le segment européen, mais qui va en réalité de la droite républicaine, c'est-à-dire de soutien de Trump, à la droite israélienne, à l'extrême droite israélienne, avec des soutiens de Netanyahou. Et c'est cette configuration internationale qui est importante et qui est variée. Mais c'est valable aussi en France. Sur le territoire français, il y a plusieurs comportements, plusieurs raisons, plusieurs ordres des motivations pour voter pour l'extrême droite. C'est-à-dire que les raisons pour voter pour l'extrême droite, les gens qui sont interviewés par Félicien Faury dans les Bouches-du-Rhône, ne sont pas exactement les mêmes que les raisons qui poussent à voter pour l'extrême droite dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. Dans un cas, les comportements, enfin les motivations racistes sont mises en avant, et les motivations sociales peuvent exister aussi. Et dans le Nord, les motivations sociales sont plutôt mises en avant, même si les motivations racistes existent. Ça veut dire qu'on ne peut pas articuler exactement de la même façon la politique pour affaiblir le poids de l'extrême droite dans le Sud et dans le Nord de la France. Ça, ce n'est pas en tant que tel un problème. Là où, personnellement, ça fait peur, c'est qu'il y a un risque que des réponses différentes, causées, alimentées par des situations qui ne sont pas exactement les mêmes, se cristallisent en
antifascisme ou en politique de lutte contre l'extrême droite qui serait différente et qui serait vécue comme antagonique. Et vous voyez ce que je veux dire. Pour être concret, en lisant le bouquin de Houria Boutelja, qui était dans la salle tout à l'heure, qui est Beauf et barbare, et en lisant le bouquin de l'absent mais très présent François Ruffin, qui est Je vous écris du front de la Somme, en fait, il pose les mêmes questions. Les mêmes questions, c'est bien, et les termes sont les mêmes, l'alliance des tours et des bourgs. Et à un moment, j'aurais souhaité qu'il soit possible d'avoir un débat entre François Ruffin et Houria Boutelja. Et nous tous, je pense que ce serait intéressant. Je ne dis pas ça par esprit de provocation, parce que je pense qu'au niveau politique, il y a des choses qui sont pliées, mais par le fait qu'il y a des questions qui se posent indépendamment des personnes qui les agitent le plus, d'ailleurs de façon tout à fait légitime. Ma cinquième idée, parce que je vais aller assez vite, c'est qu'il y a entre le social, racial, le matériel économique et le symbolique des articulations. C'est-à-dire que effectivement, on aurait tort de penser que les gens qui sont des électeurs ou des électrices du Rassemblement national sont des gens qui ont lu les raciologues nazis ou Gobineau ou même les auteurs français contemporains sur la même thématique. Ce n'est pas des gens qui ne se sentent racistes. Ce pas des gens qui partagent une vision de la hiérarchie des races, qui ne croient pas aux races, qui ne croient pas non plus au gène. Mais c'est des gens qui pensent que, vu les problèmes qu'ils ont, le fait d'expulser ou de minoriser, de marginaliser une partie de la population qui est aisément repérable, car il suffit d'aller dans la rue et de repérer les gens qui ont la peau un peu plus sombre, qui sont plus bronzés, ça suffira, ça contribuera à améliorer leur situation. Se surajoute à ça, effectivement, les affects, et par ailleurs, l'idée qu'il vaut mieux, on gagne en dignité, en reconnaissance de soi, en étant une fraction de la population qui est clairement en dessous et vis-à-vis de laquelle on a le plus de droits. Mais il y a toujours une articulation et qui est un petit peu différente peut-être selon les publics. Alors, la sixième et avant-dernière idée, c'est, Statis là aussi a dit les choses de façon très claire ce matin, nous on sommes des gens qui ne devons pas penser que les votes déracisés vont toujours à la gauche radicale ou à la gauche de rupture, mais on constate assez tranquillement que c'est quand même majoritairement le cas. Donc, à court terme, on peut penser que ça fait partie de la situation. Mais l'interrogation que nous tous, nous toutes, nous posons aujourd'hui, c'est quid des petits blancs, donc sans mépris, des couches populaires blanches qui vivent pas forcément, mais parfois dans les mêmes lieux que les populations racisées et que d'autres couches sociales, en particulier dans les campagnes. Et c'est le comportement de ces couches de petits blancs, pour caricaturer, pour aller vite, est crucial, parce qu'il compose une fraction importante des votes des droites radicales, de Marine Le Pen en particulier, moins de Zemmour pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Statis a expliqué qu'on ne pouvait plus se réfugier, d'ailleurs, l'idée que c'est l'abstention qui est le premier parti dans les couches populaires. Non, aujourd'hui, il y a plus de votes pour le RN chez les ouvriers et chez les employés, où on est à équivalence, que le total des abstentions dans ces catégories sociales. Alors, on a dit, j'ai entendu dans le débat tout à l'heure, quelqu'un dire, mais quel lieu pourrait-il y avoir? Est-ce qu'on est obligé de faire des établis dans les campagnes, etc. Il y a quand même des structures qui existent, qui ont été mentionnées qu'elles se sont affaiblies. C'est le mouvement syndical.
dans le mouvement syndical est un mouvement, alors, je suis à la CGT, mais c'est valable pour les autres confédérations, Solidaires, la CFDT, Sud, FO, qui n'est pas simplement composé de gens qui soutiennent l'extrême droite, il y a aussi des antifascistes, à Force ouvrière, à la FSU, donc il y a une couche sociale particulière, mais c'est des milieux où vous avez la diversité de la classe ouvrière qui est présente. Il n'y avait pas la majorité, le taux de syndicalisation est faible, mais dans la CGT, vous avez aussi bien les travailleurs qui sont dans les boîtes que la répartition ethnique, la division ethnique du travail désigne comme des boîtes où il n'y a que des Noirs et des Arabes, pour dire les choses rapidement, et les boîtes, les secteurs, par exemple de la fonction publique, où tout le monde a obligatoirement la nationalité française, où historiquement il y a peu de racisés. Il y en a pas mal, mais il y en a beaucoup moins que dans ces autres secteurs. Alors, ça veut dire que poser les questions de la rationalité que disait Statis, c'est-à-dire arriver à persuader des couches populaires, des gens qui ont un travail, c'est la limite, parce que les syndicats s'intéressent peu et syndiquent peu les chômeurs et les sans-emploi. Ils tentent de le faire plus sur le papier que dans la réalité. Mais c'est un lieu où les revendications communes, la situation d'exploitation commune par rapport au patron, qui est généralement blanc, mais pas que, peut recréer une communauté de subjectivité dans les rapports de classe. Moi, je ne développerai pas trop. Je dirais qu'il y a aussi des limites. Par exemple, la phrase que je vous ai dite, il y a des boîtes où il n'y a que des Noirs et des Arabes. Si, quand je fais une formation, j'interviens dans une formation CGT, que j'emploie ce qualificatif-là pour faire comprendre des choses sur la division ethnique du travail devant des salariés qui sont eux-mêmes racisés, ils voient de quoi je parle, parce que c'est la situation réelle qu'ils vivent en principe. Il y a toujours quelqu'un qui est de la CGT aussi, de la fonction publique, et qui me dit « tu n'as pas honte, c'est quasiment raciste ce que tu as dit des Noirs et des Arabes ». Donc, y compris au sein du mouvement syndical, la division ethnique du travail joue, mais il n'y a pas opposition, parce que c'est des gens qui se retrouvent dans une série de structures. La dernière idée, l'avant-dernière, avant la conclusion, c'est qu'il y a un autre champ où il y a des unifications possibles des subjectivités et des discours, c'est celui des droits. Alors, bon, il se trouve que je collabore avec la Ligue des droits de l'homme, par exemple, qui est une structure, d'abord avec la commission extrême droite, et ensuite, je suis militant de la Ligue. Les discours des droits, il y a toute une argumentation possible sur il n'y a pas de discrimination heureuse. C'est-à-dire que quand vous mettez le doigt pour demander une discrimination pour une catégorie de la population ou pour un motif, ça veut dire que ces droits, ils sont voués à disparaître complètement, y compris pour les gens qui promouvaient au départ le fait d'exclure certaines personnes. Donc, mais le problème, par exemple, c'est une organisation vaillante, très respectable, mais qui n'a pas de militants ou de militantes dans les couches populaires du pays. Mais l'argumentation sur les droits est quelque chose qui est aussi possible. Ma conclusion est la suivante. Je pense qu'on est... Je pense que ces deux journées sont des journées extrêmement importantes et extrêmement positives, parce qu'elles posent une question qui est clé. Et dans le déroulement de ces journées et dans les conclusions qui sont tirées, je pense qu'il est important de contribuer au fait que ce soit les mêmes courants politiques, sociaux, syndicaux qui interviennent vis-à-vis des tours et vis-à-vis des bourgs. On sait que c'est des symboles. Et le danger qui se trouve assez fort aujourd'hui, dans les quelques mois que nous venons de vivre, et peut-être dans les quelques mois que nous vivrons, c'est que les différences dans cette situation, la réaction à cette situation, se cristallisent dans des courants politiques et syndicaux différents. Parce qu'à ce moment-là, les possibilités d'action unitaire, d'alliance, se trouveront extrêmement affaiblies.
Et du coup, c'est au tour... pardon, excusez-moi. Du coup, c'est au tour de Vanina avant de passer aux questions et aux réactions du public. Merci. Bonsoir à toutes et tous. D'abord, merci d'être là et merci à Lila d'avoir pris le temps avec moi de discuter. Moi, je partage totalement le fait que c'est une discussion extrêmement importante parce qu'on a besoin de s'accorder. Derrière l'analyse du fascisme, il y a en fait la conclusion pratique de comment on le combat. Et que du coup, il faut qu'on le prenne au sérieux. Moi, je pense que les centaines de milliers de personnes qui ont manifesté ces derniers mois contre le danger du Rassemblement national, en fait, témoignent du fait qu'il y a une préoccupation autour de ça. Maintenant, il y a aussi beaucoup de choses qui ont été dites dans les différentes discussions et ici à la tribune, voilà, qui apportent des nuances, vous voyez bien. Et moi, je vais faire la même chose en réalité. Donc voilà, après on verra ce que ça donne dans la discussion. Mais je vais partir du titre de ce débat qui s'appelait donc « Fascisme en France, état des lieux » pour commencer par expliquer ce que va être le déroulé de mon raisonnement. Moi, fascisme en France, état des lieux, en fait, ça veut dire que toute la première partie de mon propos, ça va être sur la question du Rassemblement national. Et je vais insister sur le fait que pour moi, le Rassemblement national est un parti fasciste. Et je vais expliquer pourquoi ça a une importance. Mais du coup, la deuxième chose, ça va être un peu d'enchaîner sur pourquoi là, je pense qu'on est en train de reculer par rapport à cette question et que c'est très, très, très préoccupant. Et puis, je vais essayer de terminer par rapport notamment à des discussions qui ont pu avoir lieu dans d'autres débats sur un peu justement, enfin, non seulement comment on arrête de reculer, mais comment on le combat. Donc, sur la question de la maison mère, en fait, du fascisme en France, qu'est le Rassemblement national, moi, je partirais quand même de choses qui pourraient paraître évidentes, mais qui quand même montrent à la fois l'urgence et le danger. On est face à un parti qui est quand même parti à la conquête du pouvoir et il faut vraiment avoir en tête qu'il est déterminé à gagner cette conquête du pouvoir. Et le pouvoir, il ne l'entend pas simplement d'un point de vue électoral. C'est peut-être le premier truc que je voudrais mettre en avant. On n'est pas juste dans une conquête électorale, il y a un projet de société qui est derrière et qu'ils entendent bien le mettre en place, ce projet de société. Et qu'il ne se résume pas à la dimension des élections, il se résume à beaucoup d'autres choses que je vais essayer d'expliquer un peu plus loin. Qu'il en est quand même à l'heure actuelle à 143 députés, qu'il a 10 millions d'électeurs qui ont voté pour lui encore aux dernières élections, qu'il arbitre à l'heure actuelle sur la composition du gouvernement et sur sa durée de vie. Donc voilà un petit peu où on en est. Mais moi, je pense que si les centaines de milliers de personnes qui se sont mobilisées suite à la dissolution de l'Assemblée nationale ont permis un sursis, puisque c'est un peu ce qui a été dominant dans la caractérisation des résultats électoraux, il faut quand même aussi avoir en tête qu'en fait, le Rassemblement national s'est construit dans cette séquence-là. Et donc, je pense qu'on ne pourra pas gagner en faisant une sorte de course de vitesse parallèle entre les militants antifascistes d'un côté qui constitueraient une alternative et les fachos de l'autre. Parce que quand je parle de construction du Rassemblement national pendant cette période, non seulement ils ont gagné en nombre de voix par rapport aux élections précédentes, mais ils ont gagné aussi des positions. Aujourd'hui, vous le voyez dans les articles, etc., il y a une partie du patronat qui accepte de discuter avec lui, le MEDEF qui est en capacité de dire tranquillement qu'entre la France insoumise et le Rassemblement national, le choix est fait, ce sera le Rassemblement national. Voilà un petit peu toutes les positions qu'ils ont réussi à construire aujourd'hui dans la société et qui donc nous amènent un peu à parler de ce parti-là. Et moi, je pense que la question du danger du Rassemblement national, elle est trop souvent masquée dans les débats qu'on a les uns et les autres. Parce que, en fait, on est arrivé à une situation où un peu tout est fasciste et puis finalement, du coup, un peu rien n'est fasciste. Je pense que là, il y a un nœud déjà sur lequel on a besoin de discuter un peu entre nous parce que ça amène une sorte de débat sur ce que serait le pire mal ou le moindre mal. Et moi, je pense que c'est un terrain que je ne partage pas. Qu'est-ce que j'appelle cette histoire du débat du pire mal ou du moindre mal? En fait, ça prend la forme à l'heure actuelle de finalement, est-ce qu'il faudrait plus de stabilité au niveau de l'État parce que malgré tout, il y a les fachos en embuscade, donc on ferait des compromis avec l'État, voilà. Ou à l'inverse, puisque l'ennemi principal, c'est l'État et c'est lui qui met en place en fait tous les dispositifs qui permettront à un moment ou à un autre aux fascistes de l'emporter, et ben, est-ce que finalement on n'accepterait pas de s'allier un peu avec les fachos puisque l'ennemi principal c'est le gouvernement actuel? Voilà, moi je pense que en fait c'est une erreur de poser les termes du débat de cette façon-là, qu'en fait on est face à un combat qui a deux faces, qui a deux têtes, et que du coup il faut s'attaquer à ces deux têtes-là et prendre en considération qu'en fait ce sont malgré tout des combats spécifiques qui sont à mener, ce que ne permet pas pour moi la synthèse autour de la fascisation.
Du coup, je voudrais quand même, pour essayer d'argumenter mon propos, rappeler peut-être des évidences à certaines personnes ici présentes, mais le fascisme, c'est pas d'abord un projet de la bourgeoisie, et le fascisme constitue en partie une rupture avec les outils traditionnels de la bourgeoisie. Je ne vais pas pouvoir parler trop longtemps à ce niveau-là, mais moi je vais quand même le citer maintenant parce qu'en fait ça fait pour moi partie des références incontournables. Et cet historien américain qui s'appelle Paxton, qui a écrit un livre qui s'appelle « Le fascisme en action » est très important. Je rappelle quand même pour la petite histoire que c'est un Américain historien qui a cassé le consensus en France parmi les historiens qui analysaient par exemple le régime de Pétain comme un régime soumis au régime des nazis, qui rappelle que non, ce n'est pas le cas. Voilà, il y a bien eu une collaboration, voire parfois du zèle qui a été fait de la part de ce régime-là. Mais bon, bref, je parle de cet historien parce qu'il met en avant justement différents éléments de ce qu'est le point commun des différents fascismes, qu'on parle du fascisme italien, du nazisme allemand, etc. Et de ce point de vue-là, le Rassemblement national est de nouveau un cas d'école. C'est sans doute dans les différents mouvements fascistes à l'échelle internationale, etc., celui qui se rapproche le plus de ce qui a été la création, la construction et la conquête du pouvoir des formations fascistes et nazies. Du coup, le fascisme, c'est une forme de rupture. Et donc, il faut quand même avoir en tête que ce qui a conduit les classes dirigeantes italiennes et allemandes, par exemple, à faire appel au fascisme, c'est qu'ils offraient quelque chose que les outils traditionnels du capitalisme n'étaient plus en capacité de leur offrir. Et ces deux outils, ce sont les outils qui permettent l'adhésion de la population. Je parle de l'école, les médias, allez, pour faire une petite provocation par rapport au débat précédent, les mises en scène des compétitions nationales, sportives ou internationales. Voilà, tous les dispositifs idéologiques qui permettent l'adhésion et évidemment le levier de la coercition quand c'est besoin, la répression, etc. Donc, qui pousse à quoi ? Qui pousse la majorité de la population à rester passive, à être résignée, etc. Le fascisme rompt avec ça. Le fascisme crée un mouvement de masse, d'adhésion à un projet politique qui est celui de la pureté nationale, de l'idée qu'on va réussir à regagner la grandeur qu'on est en train de perdre de notre pays grâce à la mise en mouvement d'une large fraction de la population. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, pour la classe dirigeante, ça devient intéressant de faire appel aux fachos. Je rappelle quand même que quand Hitler est arrivé au pouvoir, ce qu'il a fait était impossible à faire avec les outils traditionnels du capitalisme. En Allemagne, par exemple, la police et l'armée, c'était à peu près 100 000 personnes. Il ne faut pas croire que Hitler arrive dans un ciel bleu de droits démocratiques, je sais pas moi, de lutte des classes un peu classique, etc. Non, il y avait déjà une série de décrets et de lois qui avaient été votés, un État extrêmement autoritaire, etc. Plus de possibilités de manifester, plus le droit de faire grève, etc. Des arrestations, des licenciements en masse et compagnie. Mais concrètement, sur la mise en œuvre, ce qu'a fourni Hitler, c'est un parti d'1 500 000 membres et de 400 000 SA qui ont été en capacité, dès la prise du pouvoir, d'écraser tout le monde. D'écraser tout le monde. Ça a été plus de 200 000 arrestations, tous les locaux des syndicats et des partis qui ont été ravagés. Voilà ce que lui a offert à la classe dirigeante. C'est un mouvement qui était en capacité de défaire définitivement, de mettre un coup fatal à toute capacité de résistance. Et je pense que c'est ça, aujourd'hui, qu'il ne faut pas sous-estimer quand on parle de fascisme et donc de où se situent les organisations fascistes. Tout dans le RN, aujourd'hui, valide ce qui s'est construit dans les organisations fascistes, encore une fois, en Italie et en Allemagne. On met l'accent sur les élections. Hitler et Mussolini ont fait exactement la même chose. Il y a eu, y compris dans leurs propres organisations, ce que Gramsci a appelé un fascisme en tension. Le fascisme de la rue, et le fascisme de la conquête électorale, du fait de péter le cordon sanitaire, du fait d'apparaître comme respectable, de se faire accepter par une partie de la classe dirigeante, justement parce qu'ils savaient qu'ils en avaient besoin pour accéder au pouvoir. La question de la violence, je viens d'en parler, mais on retrouve quand même, il ne faut pas se mentir, même il y a des journalistes qui font ce boulot-là de montrer les liens qui perdurent entre les groupes violents et ce qu'est la façade respectable du Rassemblement national. Les liens, ils continuent à exister. Les actes racistes ont explosé, en fait, après la dissolution de l'Assemblée nationale. Au niveau du programme, pareil. Le RN est capable de dire tout et son contraire, comme l'ont fait Mussolini et Hitler. Et au niveau des couches sociales, pareil. Je vais essayer d'en parler un petit peu plus loin. Du coup, moi, je voudrais enchaîner par le fait qu'il a existé, pendant des années et des années, une tradition qui était la tradition antifasciste, qui partait justement du fait que
face aux horreurs de l'accès, enfin de ce que a donné l'accès au pouvoir de Mussolini et Hitler, face à ces horreurs du nazisme, en fait, l'antifascisme consistait à faire ce que Hitler lui-même a déclaré après la prise du pouvoir en septembre 1933, au moment du congrès de Nuremberg. Il dit « Un seul danger pouvait briser notre développement si l'adversaire en avait compris le principe et si dès le premier jour, avec la plus extrême brutalité, il avait brisé le noyau de notre nouveau mouvement. » Les antifascistes ont eu cette stratégie qui consistait à dire il faut absolument empêcher les fascistes de se développer dans les rues, dans nos lieux de travail, dans nos cercles d'études, partout. Voilà. Juste, je reviens un peu en arrière, mais encore une fois, pour montrer ce que ça signifie le fascisme une fois au pouvoir, il y a un des dirigeants du NSDAP, et ça va avec ça, hein, il disait la seule marge de liberté qu'on offre aujourd'hui aux personnes, c'est celle de rêver la nuit. Voilà. Ils ont réussi à pénétrer toutes les sphères politiques, idéologiques, économiques, sociales dans les résultats de la conquête du pouvoir. Et donc la tradition antifasciste, c'était ça. On ne leur laisse pas un millimètre de terrain, on ne les laisse pas se développer et on les combat pied à pied. Et là, on a vraiment beaucoup reculé. Enfin, je trouve que ça devient même critique. Donc, excusez-moi, je vais mettre un peu les pieds dans le plat, mais je vais citer une série de choses qui, moi, vraiment m'effraient. Voilà, je ne sais pas comment dire autrement. Alors, pour prendre cette liste-là. Il y a des militants aujourd'hui qui construisent des collectifs antifascistes et qui vont débattre avec les fascistes sur les plateaux télé. À la suite des attaques du 7 octobre, contre l'État colon israélien, il y a eu une manifestation le 12 novembre 2023, soi-disant contre l'antisémitisme. Une partie de la gauche manifeste avec les pires fachos antisémites. Je parle de Reconquête et je parle du Rassemblement national. Apparemment, l'antisémitisme des fascistes, il paraît plus respectable que toutes les personnes qui soutiennent le peuple palestinien actuellement. Mais je dois le dire aussi, il y a eu une tribune. Excuse-moi, mais il y a eu une tribune qui a été signée le 16 octobre 2024. Et cette tribune, elle dit quoi? Elle propose de voter avec le Rassemblement national pour l'abrogation de la réforme des retraites. Alors, on nous parle d'arrêter l'antifascisme moral. Enfin, je ne sais pas, peut-être que ça va revenir dans le débat, parce que tu l'as beaucoup cité, l'antifascisme moral. Moi, je ne sais pas. Enfin, quand je lis votre tribune et que je vois antifascisme moral, j'ai l'impression que ça s'adresse à moi, qui continue à me dire il ne faut pas laisser les fachos, et on ne va pas leur accorder des choses, et on ne va pas s'allier avec eux. Mais cet antifascisme moral, qui est peut-être le mien, mais je ne pense pas pour autant, puisque je vais quand même parler de l'antifascisme politique, moi, j'ai presque envie de vous dire en retour, mais c'est sûr que, enfin, il n'y a plus rien de moral quand on nous demande à la fois de voter pour Borne et Darmanin pour faire barrage au Rassemblement national. Borne qui a donc fait la réforme des retraites à coup de 49.3, Darmanin qui nous fait la loi immigration avec le Rassemblement national. On nous demande de voter avec eux pour faire barrage avec le Front, au Rassemblement national, et une fois au Parlement, on nous dit il va falloir voter avec le Rassemblement national pour abroger la loi de Borne. Il y a quand même un hiatus quand même dans le raisonnement de comment on va combattre les fachos, quoi. Et dernière chose quand même, c'est la manif assez récente des féministes le 23 novembre 2024. Alors on pourrait dire qu'il y a eu une forme d'avancée, parce que la manif précédente, le 8 mars, on a eu des cortèges fascistes de Nous Vivrons, avec le SO de la LDJ, etc. Là, la manifestation a refusé en fait dans ses rangs la présence des fascistes. Mais les fachos étaient là. Les fachos étaient dans la rue. Voilà. Et le cordon sanitaire, il a été fait par les flics, pas par nous. C'est les flics qui ont fait le cordon sanitaire. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Némésis a fait des jolies vidéos pour expliquer que la rue était à elle. Voilà où on en est. Dans le recul de l'acceptation de ne pas barrer la route aux fachos. Alors, il y a sans doute là-dedans un profond malaise, voilà, je vais l'aborder aussi, sur le fait de ne pas savoir comment faire vis-à-vis des électeurs du Rassemblement national. Il y a un peu l'idée que ce seraient des victimes de la société et des attaques sociales, un peu des beaufs qui ne sont pas très diplômés, pas très éduqués, des fâchés, pas fachos. Et donc, la question se pose de comment on va essayer éventuellement de les extirper de là. Et moi, je voudrais du coup dire 3 choses. Première chose, c'est que ce ne sont pas des victimes. Il faut prendre au sérieux ce qu'exprime ce vote. La deuxième chose, c'est que le cœur du Rassemblement national et du fascisme en général, en fait, ce n'est pas les petits dont on est en train de parler.
c'est au sens marxiste du terme la petite bourgeoisie, et je vais essayer de développer ce que j'entends par là. Et la troisième chose, c'est qu'ils ne sont pas préoccupés par les questions de justice sociale. Quand on vote pour le Rassemblement national, quand on adhère au Rassemblement national, quand on milite au Rassemblement national, on est parti sur un projet qui ne s'incarne plus sur la dissociation entre je suis raciste d'un côté, mais je pense quand même que ce serait bien qu'il y ait moins d'inégalité sociale. En fait, il y a une vraie cohérence dans leur façon de penser les choses, et des chercheurs ont mis en avant quand même cette cohérence, et je les citerai si je n'ai pas le temps de développer. Du coup, sur le recul auquel on est confronté depuis maintenant de nombreuses années, il y a eu pas mal d'éléments qui ont été mis en avant par Statis dans l'introduction. Je voudrais quand même insister sur peut-être une zone d'ombre dans ce qui a été dit. Les reculs qui avaient été cités, c'est à la fois les attaques sociales, le fait qu'une partie de la gauche, finalement, avait capitulé, y compris sur la dimension du racisme, etc. Il y a quand même une autre chose qui s'est passée, c'est que pendant très longtemps, en fait, l'analyse du fascisme et le combat antifascisme a été porté par des militants, alors que dans le milieu académique, justement, par exemple dans le milieu académique français, dominait cette idée que la France était immunisée au fascisme. Jusqu'au point où, dans les années 80, quand le Front National commence ses premières percées, en fait, arrive un nouveau concept, puisque la France est immunisée au fascisme. En fait, le score du Rassemblement national, ce n'est pas, en fait, l'incarnation d'un danger fasciste. Donc, on invite beaucoup sur les plateaux télé, etc., à grand renfort de communication, des chercheurs à l'époque autour du Cevipof, et qui vont beaucoup mettre en avant l'idée que le Rassemblement national, en fait, c'est une forme de populisme, un national-populisme. Et là, en fait, ce que ça a commencé à traduire, c'est une vraie offensive, justement, contre les petits. Cette idée que les gens qui votent... Enfin, cette idée que si on a l'émergence de ce pôle, de ce parti politique, de ce mouvement, c'est un peu parce qu'il y a les beaufs, en fait, les gens qui ne sont pas diplômés, les gens qui n'ont pas trop compris la vie politique. Et c'est à peu de frais. C'est aussi pour ça qu'on leur offre énormément de tribunes et de plateaux télé, etc. C'est à peu de frais se dire que, finalement, les responsables, ce n'est pas les dirigeants politiques, ce n'est pas l'échec de la gauche, ce n'est pas la classe dirigeante, ce n'est pas la bourgeoisie, ce n'est pas l'État. En fait, les problèmes, ils viennent d'en bas. Voilà. Et ce truc-là a commencé vraiment à se diffuser énormément jusque dans les rangs militants. Et du coup, moi, j'ai quand même envie de tendre le cou à cette idée qu'à l'heure actuelle, le cœur du Rassemblement national, c'est les petits. C'est pas vrai. Je continue, y compris les chiffres qu'a donné Statis dans son introduction, je ne les partage pas. Donc, je voudrais juste donner un peu quelques éléments par rapport à ça. Pour essayer de contester un peu l'idée que on a accepté, enfin contester un peu l'idée que c'est les beaufs. Alors quand je parle de petite bourgeoisie au sens marxiste, je vais essayer de revenir là-dessus parce que l'histoire de la petite bourgeoisie, c'est pas d'abord une question de revenus, de combien on gagne, c'est pas non plus une question de territoire, c'est pas une question de diplôme, c'est une question de position dans la société et de relations sociales que ça nous amène à avoir vis-à-vis des autres catégories de la société. Au sens marxiste du terme, il y a deux grandes classes sociales qui s'affrontent. Il y a la classe dirigeante d'un côté, la bourgeoisie, celle qui exploite et domine, celle qui a l'État entre ses mains, et puis il y a la classe ouvrière. Mais vraiment, il faut la comprendre au sens très large, c'est-à-dire la vaste majorité de la population qui n'a que sa force de travail à proposer pour subvenir à ses besoins. Ce que Marx identifiait à l'époque et que Guérin a beaucoup mis en avant en disant justement cette catégorie de la population, en fait, elle n'est pas du tout en voie d'extinction, voire même le capitalisme la développe. C'est cette petite bourgeoisie. Et la petite bourgeoisie, c'est celle qui est prise en étau entre ces deux grandes classes. C'est celle qui n'est pas vraiment la classe dirigeante, mais en même temps commande, en fait, et se pense, parce qu'elle contrôle une partie du prolétariat, se pense au-dessus du prolétariat. Celle qui n'est pas complètement exploiteuse et pas complètement exploitée. Et celle qui, du coup, se retrouve dans une situation où, quand c'est la crise, elle pourrait, pour une partie d'entre elles, basculer du côté du prolétariat en se disant qu'en fait, on est en train de subir un système qui nous met tous de plus en plus en difficulté. Mais une partie significative d'entre elles, en fait, fait le choix de se dire qu'elle peut prétendre à plus, qu'elle veut faire partie, finalement, de ceux qui écrasent les autres. Et tout ce phénomène-là, il s'est développé parce que, on va dire, historiquement, ça a été les artisans, les commerçants, etc. Mais ce que Guérin a beaucoup mis en avant, c'est que ça s'est développé aussi sur toute une partie de la population autour des fonctions d'encadrement.
Voilà, donc une partie des classes moyennes, mais pas les classes moyennes, encore une fois, en sens de revenus ou au sens géographique du terme, mais vraiment de la position qu'elle est amenée. Et donc, quand on regarde très concrètement après dans les analyses, moi je pense qu'il y a un problème à accepter tel quel ce que sont les résultats, par exemple, des sondages ou des sondages ou des résultats électoraux qui n'ont pas de critique, par exemple, sur les catégories proposées par l'INSEE, les CSP. D'accord ? Je vais juste donner quelques éléments. Parmi les employés pour l'INSEE, d'accord, dans les catégories socio-professionnelles, il y a les policiers et l'armée. Donc, quand on parle de fonction sociale, vous voyez bien que tous les employés n'occupent pas la même fonction dans la société. Quand on met les policiers avec les employés, forcément, ça fait péter le score du vote RN parmi les employés. De la même façon, chez les ouvriers, on va retrouver dans les catégories de l'INSEE les chefs d'équipe qui ne sont pas exactement dans la même position par rapport à leurs relations sociales que le reste des ouvriers. C'est pareil pour les classes moyennes. On va retrouver beaucoup dans les analyses sociologiques l'idée que les classes moyennes, c'est en fait, encore une fois, une question de revenus. Ce que met Guérin en avant, c'est plutôt la position sociale. Est-ce que j'ai un autre exemple à donner là-dessus ? Je ne sais pas, mais du coup, je vais passer. Il y a une autre chose que Statis mettait en avant par rapport à l'abstention, ce que tu as redit, mais il faut aussi prendre en compte, par exemple, qu'il y a toute une partie de la population qui n'est tout simplement pas inscrite sur les listes électorales. Et quand on parle de personnes qui ne sont pas inscrites sur les listes électorales, je pense d'abord aussi aux personnes qui n'ont pas le droit de vote. D'accord ? Et il se trouve que c'est souvent les catégories qu'on va retrouver parmi les employés ou les ouvriers. Donc tout ça pour dire, j'insiste vraiment beaucoup là-dessus, c'est qu'à mon avis, et il y a des chercheurs qui ont commencé à mettre ça en avant, donc je vais en citer un parce que tu contestes les travaux de Faury, moi je les trouve assez pertinents, mais je vais en citer un autre du coup. Il y a quand même des auteurs qui sont en train de mettre en avant cet élément-là, cet élément essentiel. Et attention, je ne suis pas en train de dire que les chômeurs, les ouvriers, les employés ne voteraient pas Rassemblement national. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est le cœur de la construction du Rassemblement national, c'est cette petite bourgeoisie. Et sans doute que l'auteur le plus intéressant pour analyser ça, c'est Coquart. Et donc, je sers juste Benoît Coquart, donc ceux qui restent, donc qui analyse justement le vote dans les campagnes et qui montre assez bien que, y compris dans les campagnes, en fait, c'est la petite bourgeoisie économique qui mène la danse politique. C'est elle qui, y compris, fait qu'un certain nombre d'ouvriers ou d'employés se retrouvent sous pression d'afficher un vote réactionnaire parce que ce qui domine dans ces relations sociales dans les campagnes, c'est beaucoup la petite bourgeoisie et qu'elle du coup, diffuse à partir de là. Bref, je m'arrête là-dessus par rapport à ça. Pour arriver sur un dernier élément que je voulais mettre en avant, c'est la question du racisme. Je ne vais pas aller trop pousser là-dessus parce que j'ai l'impression qu'il y a un relatif accord. Je vais peut-être apporter juste, encore une fois, un ou deux éléments polémiques. Je pense que toutes les statistiques mettent en avant le fait que la première motivation du vote Rassemblement national, c'est la question du racisme. Que ce soit l'islamophobie ou que ce soit la question de l'immigration. Il n'y a pas de distinction entre le Sud et le Nord parce que, et c'est peut-être ça qui est intéressant dans ce que met en avant quelqu'un comme Faury, vraiment, le concept du fascisme, de la préférence nationale, articule très bien justement ce que Faury appelle la racialisation de l'économie. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une cohérence politique de la part des gens qui votent Rassemblement national et encore plus de la part de ceux qui y militent, d'accord, sur la façon de penser l'économie et la façon de penser les autres racialisés. D'un point de vue économique, ils sont extrêmement réactionnaires également. C'est pas vrai que le cœur social serait à gauche de la part des électeurs RN alors qu'ils sont aussi un peu racistes. En fait, quelqu'un comme Yann Lelanne met aussi en avant, c'est que c'est aussi des gens qui ont une vision très très autoritaire de l'économie. Il faut des chefs, les chômeurs c'est les assistés, etc. etc. Voilà. Donc le racisme reste central dans toutes les situations, dans tous les périmètres de la métropole. Et juste terminerai quand je parlais d'un autre élément un peu provoque, c'est que parfois ça se dit, mais ça ne se concrétise pas. Moi, j'ai écouté la conférence de lancement du livre de la France Insoumise. Le racisme a occupé une place très importante. Le coordinateur de ce livre, Hugo Paletta, met beaucoup en avant la question du racisme. Maintenant, la preuve du pudding, c'est quand on le mange, d'accord ? Et j'ai envie de dire, en fait, au niveau des travaux pratiques, le compte n'y est pas. Mais même la France Insoumise, le premier tract qu'ils font, publié à des millions d'exemplaires pour mener le combat contre le Rassemblement national, il n'y a pas un mot sur le racisme. La ligne, l'axe, c'est de dire, en fait, le Rassemblement national, c'est un ami de Macron.
Voilà, et je pense que là, on se trompe en menant le combat sur cette question dite sociale, en fait, pour toutes les raisons que je viens d'indiquer. Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais je vais... Moins de 5 minutes, ok. Moins 5. Ah, moins 5 Oui. Moins 5, c'est vrai? T'inquiète. Ok. Je suis désolée. Il n'y a pas de souci. Bon, alors, je vais essayer de faire vite. Bon, en plus, vraiment, je suis... Enfin, bon, je sais pas. Bon, ok. T'inquiète, on a encore du temps avant la prochaine table. Prends ton temps, t'inquiète. Non, mais vraiment. Je te le dis. Merci. J'avais dit que j'arriverais pas. Bon, allez, je termine avec pourquoi là, il faut qu'on arrête de reculer et qu'on reprenne la main. Moi, je disais au début qu'en fait, on ne va pas pouvoir avancer en parallèle. Leur projet politique, c'est de nous détruire, c'est de nous écraser. D'accord ? Donc, et je pense aussi qu'il n'y a rien d'inévitable. Voilà. Alors, jusqu'en 2002, si je devais donner une date, elle est un peu symbolique, évidemment, les processus, ils ne sont jamais complètement, tranchés en termes de date. Mais jusqu'en 2002, quand même, justement, il y avait cette tradition de ne pas leur laisser d'espace, quoi. 2002, les manifestations contre Jean-Marie Le Pen, ça a été des manifestations qui rappelaient justement la nature du Front National, F comme fasciste, N comme nazi. Libération pouvait se vanter de ne jamais accorder d'interview aux personnes du Front National. Jacques Chirac, parce qu'il y a eu 1 million de personnes qui ont manifesté, c'est pas parce que Jacques Chirac était encore une fois antifasciste, mais parce qu'il y avait 1 million de personnes qui étaient dans les rues pour protester, à refuser le débat dans l'entre-deux-tours avec Jean-Marie Le Pen. Voilà ce qu'était le climat à l'époque, et tout ça a été arrêté parce qu'on nous a expliqué à ce moment-là que justement cet antifascisme-là, cet antifascisme qui ne voulait rien lâcher, qui ne fait pas d'alliance, qui ne fait pas compromis et qui cherche à les marginaliser, à les isoler, à les détruire, en fait, cet antifascisme-là aurait été un échec. Mais moi, je pose la question, du coup, 20 ans après 2002, on en est où quand on a changé de stratégie ? On est passé d'un Front National qui, en 2002, faisait 4 millions de voix à un Rassemblement National qui, aujourd'hui, fait 13 millions de voix. Peut-être que, finalement, la stratégie de l'époque, c'était la bonne, mais qu'il s'agit de l'amplifier, en fait, d'autant plus rapidement et de façon d'autant plus massive. Voilà, je pose cette question-là. Et je pense qu'il y a un abîme entre aller chercher à convaincre largement et s'adapter. Et cet abîme-là, il nous abîme, en fait. Et c'est lui qui nous fait perdre. Pas mener le débat avec tous les grévistes sur le mouvement des retraites, sur le fait que oui, aujourd'hui, le racisme se développe et qu'il s'agit de le combattre, que nos collègues, en fait, sont aussi racisés et qu'on a besoin de cette unité-là, et que cette unité-là, elle ne peut être qu'antiraciste, ça a été un drame. Quelques semaines après, il y a les révoltes pour Naël. Et ce qui aurait pu être une formidable opportunité d'unité s'est transformé en désastre. 80% des gens sont contre la réforme des retraites, 80% des gens sont pour le couvre-feu. Et Marine Le Pen n'a pas reculé dans les sondages, ni même dans les votes. Voilà le drame, en fait, auquel on est confronté. Et donc, l'antifascisme politique, c'est pas effectivement un antifascisme des manœuvres parlementaires quand on n'a pas la majorité, c'est pas un antifascisme de barrage républicain, mais j'ai envie de dire aussi, c'est pas un antifascisme qui fait des concessions au racisme. En fait, ça nous abîme. Aujourd'hui, l'antifascisme, il doit être aux côtés des mineurs isolés qui occupent la gaieté lyrique. Il doit être aux côtés des femmes et des étudiantes voilées qui sont en train de se prendre dans la gueule Rotaillot, qui explique que c'est la pointe avancée de je sais pas quoi. Il ne peut pas être un antifascisme de la lutte nationale, je suis désolée. Mais Marx ne dit pas ça. Enfin, je ne suis pas du tout d'accord avec ceux qui ont utilisé Marx là-dessus, c'est pas vrai. Marx, il a quand même fait la différence, par exemple, entre la lutte nationale dans un pays dominé et la lutte nationale dans un pays dominant. Il y en a un qui est dominateur et l'autre qui est émancipateur. Donc non, tous les drapeaux ne se valent pas. Un drapeau palestinien, oui, dans nos manifestations. Un drapeau israélien, non, dans nos manifestations. Et ce sera pareil, un drapeau kanak n'a pas la même valeur qu'un drapeau français. Et donc on est obligé de choisir. Sinon, ça nous abîme de ne pas choisir. Et on doit les convaincre. Et on doit dire que ça, c'est pas possible, en fait. Parce que ce qu'on porte à travers tout ça, c'est aussi l'idée qu'on est contre la domination des hommes sur les hommes. Et c'est quand même le fil conducteur qui doit nous animer par rapport à ça. Ça, c'est un antifascisme de classe, et ce n'est pas un antifascisme de classe au sens où beaucoup d'organisations qui se disent marxistes l'ont mis en musique. Ce n'est pas la classe au sens social, c'est la classe au sens politique. Quand on prend conscience qu'on fait classe, on est embarqué dans la lutte des classes. On est embarqué dans la lutte contre les dominants. On est embarqué dans quelque chose qui, de fait, est obligé de nous souder les uns aux autres. Je termine juste. Il y avait un pasteur, Neumoller,
qui avait écrit un poème sur la lâcheté des intellectuels allemands au moment de l'accession des nazis au pouvoir et des purges, qui ont alors visé différents groupes, les uns après les autres. Et on pourrait aujourd'hui en dire quelque chose sur ce que veut dire faire classe. Quand ils sont allés chercher, je le remets au goût du jour, les musulmans, je n'ai rien dit parce que je n'étais pas musulmane. Quand ils sont allés chercher les résistants au génocide que mène Israël, j'ai rien dit, je n'étais pas dans les manifestations. Quand ils sont allés chercher les trans, j'ai rien dit, je ne suis pas trans. Les islamo-gauchistes, les woke, j'ai rien dit. Les syndicalistes non plus. Et quand ils sont venus me chercher, il ne restait plus personne pour protester. C'est ça la notion de notre classe, en fait. C'est ça qu'il faut réinstaurer dans notre esprit. Ce que dit Benoît Coquart dans son livre dont j'ai parlé, sur ceux qui restent, c'est que notre classe, elle ne peut pas se payer le luxe d'être individualiste, en fait. Elle est obligée de s'accrocher à la solidarité pour ne pas sombrer. Et c'est ça qu'il faut faire revivre, c'est regrouper toutes les personnes qui, aujourd'hui, ont envie de combattre pied à pied le racisme, d'isoler les fascistes. Il faut qu'on montre qu'on est déterminé, voilà, qu'on veut tout renverser et qu'on veut gagner. Alors, je l'avais dit pendant l'introduction, mais pour une fois, on n'est pas tous complaisants et on n'apporte pas tous les mêmes points de vue sur la manière de lutter contre l'extrême droite. Ce qui m'amène à vous donner la parole, justement. Est-ce que quelqu'un, si vous avez donc des questions, des éléments, des remarques, des nuances à apporter, c'est à vous. Alors, soit vous êtes encore plus timide que tout à l'heure, soit vous commencez à être fatigué. Ah, c'est quelque chose que je peux comprendre. Est-ce que quelqu'un peut faire tourner le micro, s'il vous plaît ? Il arrive. Je propose qu'on prenne des séries de 2 ou 3 pour commencer, si quelqu'un d'autre veut prendre la parole après. Bonjour. J'ai une petite question par rapport, je ne sais pas si on est venu sur le sujet des influenceurs d'extrême droite et leur endoctrinement qu'ils font sur la jeunesse et différents groupes. Comment on lutte contre eux ? Alors c'est une réaction et puis ça suit un peu la question qui vient d'être posée. C'est que, et merci pour la dernière intervention, mais quand on dit aller voir les fascistes dans la rue, eux aussi ils ont muté en fait dans leurs moyens d'action. Quand ils vont dans les rues, ils s'organisent. Par exemple, nous, ils sont venus dans une ville de province plutôt de gauche. Ils sont venus un week-end où tout le monde n'était pas là, dans une rue où il n'y avait pas grand monde, pour se mettre dans le cadre de leur vidéo et montrer qu'ils marchaient sur une ville de gauche, quoi. Donc ils sont dans de l'agit-prop un peu moderne. Alors ça coexiste avec la fameuse marche du 9 mai aussi. Là pour le coup avec la protection de l'État, là on est dans les marches fascistes traditionnelles qu'on connaît bien, mais il y a une mutation aussi en face, quoi, et depuis longtemps. Et aussi, c'était aussi pour rappeler quelque chose qui avait été dit par la dernière intervention et qui venait un peu remettre un peu cette idée que si on veut travailler sur un antifascisme consistant, va falloir vraiment travailler sur des alliances antiracistes. Moi, je me souviens que la première salve médiatique après la polémique de l'abaya, c'était Sophie Binet le lendemain sur France Inter, quoi. Et derrière, je trouve ça très, très juste de dire qu'il y a des espèces de... Quand tu utilisais le terme de couloir, ouais, des fois, on est dans des couloirs qui ne croisent pas les pensées et qui évitent de se salir les mains. On en a parlé plusieurs fois. Et puis, je voulais revenir sur quelque chose aussi qui fait lien avec la discussion d'avant, où on parlait de dignité.
et où la dignité, elle se décrète pas. Hein. C'est une atteinte à la dignité. Soit on se lève et c'est de manière spontanée, on s'aperçoit que c'est collectif parce que c'est une atteinte à notre propre existence, notre propre humanité. Et souvent dans la question des mouvements sociaux, c'est ceux qui marchent pour défendre leur dignité et ceux qui marchent pour pas faire reculer leurs droits. Et des fois, on a l'impression qu'on marche pas du tout pour les mêmes choses dans les mêmes cortèges. Et c'était un peu ce qui s'était passé dans le mouvement des retraites. Et je reviens sur ce qui a été dit dernièrement. Voilà, je crois que c'était un peu confus. C'était en mode zapping. Il y a une question derrière. On va prendre une troisième question, répondre aux trois premières et... Merci pour vos interventions. Moi, ma question, elle est plutôt simple. Enfin, j'ai pas très bien compris. Si vous voulez bien confirmer ce que j'ai compris, c'est-à-dire, il y a quelque chose qui m'agace pas mal, c'est de discuter avec des personnes qui se disent de gauche et qui vont avoir des discours qui vont dans le sens d'une idéologie néolibérale, raciste et compagnie, même s'ils s'en rendent pas forcément compte. Vous dites donc qu'il faudrait qu'on fasse tous action de mettre de côté notre agacement et faire action d'éducation. Est-ce que quelqu'un veut répondre à la première question sur les influenceurs ? Moi, j'ai peut-être 2-3 choses à dire là-dessus. Le premier, c'est qu'on n'est déjà pas dans le même rapport de force. La première chose, c'est que pour mettre des moyens et créer justement des éléments de réponse hégémonique face à des influenceurs qui sont parfois financés par Bolloré, par des milliardaires, de manière plus ou moins sous-jacente, malheureusement, on n'a pas la force de riposter. La deuxième, c'est qu'ils ont eu pendant très longtemps une longueur d'avance. Je veux dire, le succès de Soral ou Dieudonné, il vient pas de nulle part. Il vient d'une époque où la gauche continue à faire des communiqués extrêmement longs, qui sont pas forcément accessibles, et où des personnes arrivent à faire des discours de 2 ou 3 minutes complètement dépolitisants sur des sujets que la gauche a abandonnés. À l'époque, ça pouvait être par exemple la question de l'impérialisme. Aujourd'hui, je pense qu'il y a la question des masculinités subalternes qu'on n'a pas forcément, sur lesquelles qu'on n'a pas abordé. Aujourd'hui, parce que bon, pour beaucoup aujourd'hui, les influenceurs d'extrême droite, c'est plus forcément des Soraliens et des Dieudonnistes. Moi, je les vois plutôt comme des vendeurs de protéines qui font de la muscu, qui en fait vont se mettre en scène, par exemple, en pensant en faisant du faux fun, genre allez, qu'est-ce que ça donne si jamais je tire avec une calage sur le micro-ondes, regarde mes rillettes, elles sont super bonnes, etc. Et du coup, eux-mêmes dépolitisent d'une certaine manière le fascisme. Mais pour faire le lien avec ce que tu disais, moi je suis d'accord avec toi pour dire que oui, en 2002, il y avait des marches qui étaient monstrueuses contre l'extrême droite, mais dans ces marches qui étaient monstrueuses contre l'extrême droite, il y avait aussi plein de gens racistes en fait. Alors c'était peut-être pas des fascistes, mais il y avait quand même le poids de la social-démocratie qui nous a quand même conduit à la situation là où on en est et qui, à mon avis, rassemblait énormément de gens dans les rues. Il y avait probablement des gens qui votaient au RPR. Alors moi, je serais ravi de savoir qu'il y a des manifestations de plusieurs millions de personnes dans les rues pour lutter contre le fascisme, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, mais c'est de manière générale, tu l'as dit, hein, c'est un recul qui est pas seulement sur le sujet du fascisme. L'altermondialisme, ça n'existe quasiment plus, il n'y a plus de mouvement anti-guerre depuis la guerre en Irak, et du coup, pour moi, ça correspond aussi à une droitisation de la société, mais force est de constater qu'en fait, ça n'a pas été un rempart suffisant pour le moment. Et voilà ce que j'avais à dire sur la première question, je vais vous laisser répondre sur les deux autres. Peut-être que toi, Djeko, tu veux rajouter un truc sur les influenceurs ? Ouais, non, c'est pas sur le combat, comment combattre les influenceurs en soi. Enfin, moi, je vais parler un peu de ce que je connais. Donc, je crois qu'il y a même un débat avec des streamers et qui posent, dans le week-end, il n'y a pas un. Jonathan ? Non, non. Ok. Peut-être une prochaine fois finalement, ouais. Mais du coup, ce serait peut-être plus là-dessus voilà. Pour savoir comment combattre au niveau culturel. Ça, je pense qu'il y a des choses à essayer de capter les affects sur lesquels ça se base. Mais bon, moi, je vais pas m'avancer là-dessus. Par contre, nous, ce qui est intéressant, c'est de capter, c'est d'être très attentif à ce qui se passe là et de voir le moment où on passe de la commu Internet à la bande. Moi, je pense notamment, tu avais toute l'équipe Raptor et de ça, à un moment, ils avaient vraiment lancé un mouvement qui disait monte une équipe, je crois que c'était ça le truc. Ouais, c'était ça. Ouais. Et où en gros, ils faisaient une critique, une autocritique de la dissidence en disant c'est bien, on est plein, on a plein de likes et tout ça, mais en fait, on n'est que des gens qui sont passifs face à nos écrans et du coup, on est et du coup, il faut faire du sport, se regrouper et notamment une des formes que ça a pris, c'est l'organisation de cours de boxe dans des parcs et tout ça,
où des gens qui s'étaient jamais vus mais qui étaient dans la même communauté faisaient des cours de boxe et tout ça. En région parisienne, il y a certains de ces cours de boxe qui ont été attaqués et les groupes qui essayaient de se constituer, ils ont été dissous, enfin une dissolution populaire pour le coup, et qui n'ont pas eu de suite, quoi. Et donc je pense que il faut suivre ce qui se passe et être, à mon avis, très attentif au moment où on passe de la commu passive à l'organisation concrète, quoi. Et intervenir à ce moment-là, c'est-à-dire avant qu'il soit des centaines, quoi. Voilà. Oui, éventuellement. Sur les questions des influenceurs et influenceuses, il faut aussi que des gens se mettent à l'eau. C'est pas les groupes constitués, le bureau d'une association qui va dire on lance quelque chose. J'imagine mal, étant syndiqué CGT, demander à Sophie Binet ou à Jean-Luc Mélenchon ou à Ouria Boutelja de se filmer en train de prendre leur petit déjeuner, de caresser leurs animaux de compagnie s'ils en ont, etc. Donc il y a aussi des moyens et des méthodes pour séduire que nous interdisons, mais je pense qu'il faut investir ces terrains. Et par ailleurs, il y a des influenceurs et influenceuses de gauche, antiracistes, musulmans et musulmanes. Il y en a plein. Vous les regardez pas, moi non plus pas souvent, mais ils existent et ils ont aussi les mobilisations antiracistes n'auraient pas été aussi importantes. Par exemple, celle devant le comité Adama devant le palais de justice de Paris, s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, ça fonctionne aussi dans l'autre sens. Mais les gens qui sont organisés ont tendance à prendre ça par-dessus la jambe. Il y a une deuxième chose, c'est par rapport à ton intervention, dire il ne faut pas leur laisser d'espace, etc. Ce que j'entends, c'est tu décris la stratégie que nous avons eue à Aralfont, où nous avons organisé systématiquement des manifs devant tous les meetings du Front National. On est intervenu sur tous les terrains. Je me souviens d'une discussion, ça va se faire avec Bruno Gollnisch, parce que je couvrais un truc de facho en tant que journaliste, qui m'a dit vous, les gens de Aralfont, vous nous cassez les pieds et on va vous casser les reins à coups de manches de pioche, parce qu'on ne peut pas mettre le nez dehors, même devant la plus petite commune, sans que vous organisiez une manifestation. Le problème, c'est le contexte politique. C'est un contexte où on s'appuyait, même si la quasi-totalité des gens de Ralfron étaient des gens de gauche et les gens qui manifestaient étaient à gauche, sur l'idée que l'extrême droite rompait un consensus qui existait aussi vis-à-vis de la droite sur les valeurs de la Révolution française et toute une série de choses comme ça. Et c'était une forme militante de cordon sanitaire, assumée, positive, qui a certainement pesé dans, par exemple, l'éclatement du Front National quand Maigret est parti, sauf que le Front National a récupéré la mise au bout de quelques années. Aujourd'hui, la situation est pas la même. On peut tenir ce discours ici, mais être très concret. Je participe à une structure qui est l'ancienne commission syndicale de Ralfron, qui s'appelle VISA, qui, avec l'aval des directions fédérales, réunit plusieurs centaines de structures syndicales antifascistes. Donc le boulot, c'est tous les jours, on assure des formations de syndicalistes sur la question de l'extrême droite, sur ce qu'ils peuvent faire, sur comment ils peuvent réagir, et à la CGT, peu à la CFDT, à Solidaire, FSU, CNT, voilà. Et là, on se rend compte qu'on est dans une situation qui est bien plus complexe. On discute, par exemple, de quoi faire avec les syndicalistes, les adhérents. Alors, l'adhésion, le vote pour des organisations syndicales protège un peu du vote pour l'extrême droite. L'adhésion aux syndicats, aux confédérations syndicales, protège encore plus. Et il y a aujourd'hui, à la CFDT, à Solidaire, à la FSU et à la CGT, il y a un cordon sanitaire, il n'y a pas de cadre ou des responsables syndicaux qui soient d'extrême droite. Alors la question est très claire quand c'est des gens qui s'engagent, qui se présentent sur une liste électorale. Boum,
c'est l'exclusion automatique. On ne discute pas. Ce n'est pas possible de prôner la préférence nationale et d'être syndicaliste et dire l'ensemble des travailleurs et des travailleuses luttent ensemble contre leur patron dans le cadre de leur entreprise et dans le mouvement social en général. Mais parmi les gens dont on peut savoir qu'ils ont voté une fois ou plusieurs pour le Rassemblement national, eh ben la politique n'est pas de les exclure. La politique est de discuter et de leur faire comprendre que c'est pas dans leur intérêt. Effectivement, on dit ce que ça suggérait Stati. Et on est dans une situation où, effectivement, quand on fait de la pédagogie, qu'on appelle, c'est pas de la pédagogie abstraite. Par exemple, une chose qu'on fait, c'est on dit pourquoi, à votre avis, ça glisse plomb dans l'aile, mais pourquoi, à votre avis, toutes les confédérations syndicales envoient aux préfectures, tous les mois, des dossiers de sans-papiers pour qu'ils soient régularisés. À votre avis, qu'est-ce que on recommande aux militants, si la discussion vient là-dessus, de poser la question aux collègues. À votre avis, c'est pourquoi que les confédérations font ça? Est-ce que c'est parce que ces salariés sont sympathiques? Est-ce que c'est parce qu'ils sont plus exploités? Est-ce que c'est par internationalisme? Non. C'est parce que c'est un segment de la classe ouvrière qui est particulièrement vulnérable face au patronat dans le rapport de force, et qu'en défendant des travailleurs sans papier, dont la faiblesse principale par rapport au patron est de ne pas avoir de papier, qu'ils aient des papiers, ça renforce ce segment de la classe ouvrière et ça défend tout le monde, y compris les gros racistes qui disent pourquoi ce que vous portez, le dossier de Noirs ou d'Arabes qui sont arrivés il y a 6 mois, qui ne parlent pas forcément bien le français et qui n'ont pas de papier ou qui les ont perdus. C'est des choses comme ça. C'est très concret. Mais on ne peut pas, aujourd'hui, être simplement calqué l'attitude qui était celle qu'on avait à Ralfron, qui était extrêmement positive, mais qui ne suffit pas à résoudre le problème. Ça dire no way ne suffit pas à résoudre le problème. Il faut aller plus loin, être plus fin et aller plus dans les réalités sociales et qu'on voit dans le mouvement syndical qui est implanté dans toutes les boîtes des 36 000 communes du pays. Vanina, est-ce que tu veux réagir là-dessus? J'ai trop parlé, moi. Non, c'est pas grave, on est là pour ça. Hein. Non, j'aurais encore plein de trucs à dire. Mais non, mais il y a d'autres personnes qui peuvent réagir, je pensais bien. Est-ce qu'il y a d'autres remarques et questions par ici et par là? Alors, merci Vanina, ça fait du bien. Déjà, je suis désolée, je suis obligée de le dire. Moi, je suis toujours un petit peu surprise, et notamment dans le débat d'avant, sur le fait de toujours parler de cette droite autoritaire et raciste qui existe aujourd'hui et de faire des ponts avec le RN en disant que finalement ça se ressemble et que c'est de la fascisation, etc. Mais enfin, quand le RN a des possibilités de gagner aux élections, là tout le monde se mobilise et ça montre bien que c'est pas la même chose. Donc je ne comprends pas pourquoi finalement après dans les discours on a l'impression que ça se ressemble. Il me semble que non, c'est pas la même chose et que finalement la mobilisation au mois de juin, elle le montre. La deuxième chose par rapport à ce que tu disais, nous sur Romainville et Lilla-le-Pré, on a créé un petit collectif contre le racisme et le fascisme avec quelques personnes, quelques habitants, habitantes. Et ce qu'on a essayé de faire, par exemple, c'est d'empêcher les zémouristes qui venaient au marché. Je fais pas d'antifascisme viriliste, moi je te le dis. Hein. L'idée, c'était pas ça. On a tracté auprès des commerçants, des commerçantes, des gens du marché en disant, en fait, ils n'ont pas leur place. On les veut pas chez nous, quoi. On est dans le 93, on les veut pas chez nous. Et il y avait tous les politiques qui étaient en train de tracter et qui nous disaient mais ils ont le droit d'être là. Donc moi je pose une question, ils ont le droit d'être là ou ils n'ont pas le droit d'être là? Parce que j'ai l'impression que ça, on le fait plus. Alors on fait ce que vous dites, mais j'ai l'impression que ça, on le fait plus. J'ai d'autres questions qui vraiment m'interrogent. Quand on parle des tracts qui sont distribués par la FI, quand on n'arrête pas de dire que le RN c'est l'ennemi des travailleurs, pourquoi on fait ça? Pourquoi faire en fait? On veut s'adresser à qui? Parce que est-ce que là l'enjeu
c'est de parler aux 13 millions qui votent RN et qui sont racistes? Ou est-ce que là, l'enjeu, c'est de mobiliser notre camp? Ben moi, je crois que c'est... Enfin, je sais pas, mais je comprends pas. 70% du vote RN, il se fait, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'Institut Theram, à partir des données pas de sondage, mais des données du gouvernement, se fait dans les villes de moins de 10 000 habitants. Je veux dire, là où nous, on habite, là, a priori, il y a quand même beaucoup de moules, on a à mobiliser. Pourquoi on ne s'adresse pas à eux sur l'islamophobie, sur le... Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il ne se passe rien sur ces luttes. Je ne comprends pas. Moi, c'est pas aux racistes que j'ai envie de parler, quoi. Et j'ai l'impression aussi qu'aujourd'hui, dans les discours, on a banalisé l'islamophobie partout, tout le temps, etc. Et qu'en les empêchant de parler, en les empêchant de venir, en nous adressant à celles et ceux qui nous ressemblent, en fait, bah, petit à petit, on va le débanaliser et peut-être qu'on aura honte à nouveau d'être raciste, quoi. Parce que s'il y avait des racistes en 2002, en attendant, ils se mobilisaient contre le RN. En attendant, aujourd'hui, le premier motif, c'est, dans le vote, c'est quand même le racisme. Ça veut dire qu'il est mobilisé d'une manière un peu plus importante. Enfin, je suis désolée, je suis longue, pardon, mais ça me questionne vraiment. Et je ne comprends pas cette obsession de vouloir s'adresser à celles et ceux qui votent RN. Mais vraiment, mais pourquoi, en fait? Allons dans nos quartiers, là où on habite, et mettons les gens qui sont pas racistes dans la rue, quoi. Enfin, contre le racisme et le RN, justement. Enfin, je ne comprends pas comment on a pu passer de ce que faisait Ralfron, qui, a priori, quand même, a fonctionné relativement, quoi, à c'était déjà mieux qu'aujourd'hui, quand même, à on les accepte, ils peuvent tracter sur nos marchés. Enfin, je ne sais pas. En fait, ça me dépasse. Donc, j'ai des questions comme ça, mais qui sont peut-être rhétoriques, j'en sais rien, mais parce que vraiment, les bras m'en tombent, quoi. Les bras m'en tombent. Où sont les luttes, en fait? Où sont les luttes? Je suis à la FSU, on nous dit la période nous oblige, antifascisme, le RN, le fascisme, patati patata tout le temps. Et concrètement, on fait quoi à la FSU? J'y suis, moi, hein, on va ouvrir Visa, la 93, le 31 janvier. Mais concrètement, on fait quoi? Dans quelle lutte contre les lois Darmanin, contre le racisme, etc., on a mobilisé, nous? Rien. Voilà, je suis désolée, mais rien. Et moi, je crois que c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Moi, je viens un peu en écho de ce que vient de dire la camarade précédente, c'est que j'ai fait partie de Ralfron du début jusqu'à la fin, et qu'on avait une pratique de marché. On allait sur les marchés, le Front National venait, on disait aux gens, jetez leurs tracts, c'est des fachos, machin et tout ça. On avait une grande poubelle et ça se terminait par des claques, des fois pas, parce qu'on était quand même assez nombreux à cette époque-là. Mais c'est quelque chose qui marchait. On avait un journal qui sortait tous les 15 jours. Ralfron, on allait devant les fachos, on leur mettait devant la gueule et on leur mettait sur la gueule après, quoi. Bon, mais c'était quelque chose qui était flagrant. On obligeait les gens à se déterminer par rapport à la présence. Ce qu'a fait l'AFA pendant très longtemps aussi, où c'était c'est le seul mouvement de rue positif qu'il y a eu en région parisienne depuis très longtemps, quoi. Mais c'est ça. C'est-à-dire, il ne faut pas faire simplement du symbolisme dans lequel on va marquer non fascisme dans un coin et puis on se barre, on fait rien, quoi. C'est ce que fait Visa, ce que fait la CGT, c'est pas mal. Les sans-papiers, on en fait. Toi, je présume que tu t'en occupes aussi. On s'en occupe, mais c'est un travail invisible qu'il faut faire absolument. Mais il faut reprendre la rue. Ce que disait Vanina est tout à fait juste. Si on leur laisse un semblant d'existence et tout. Et Ralfron, on a dissous au pire moment. C'est-à-dire que quand ça commençait à marcher bien et qu'il y a eu le débat entre Maigret et Le Pen, où Maigret s'est cassé, où il a été exclu, ou les deux, on a dit de toute façon, maintenant, enfin des gens ont dit dans Ralfron que ça valait plus la peine parce qu'ils étaient tellement dissipés, dispersés et peu, que c'était plus un danger. Et donc on s'est lancé dans chacun avec soit une lutte syndicale, soit mouvement altermondialiste, machin et compagnie, quoi. Et on n'aurait jamais dû lâcher Ralfron. C'était un outil qui était irremplaçable.
et qui faisait qu'on était de plus en plus nombreux. Il y avait 300 comités dans 300 villes sur Paris avec ce journal qui était le fil à plomb. On faisait des festivals antifascistes, du film, du jazz, du rock, tout ce qu'on veut, rock again. Et tout ça a disparu. Et maintenant, c'est devenu quelque chose. Bon, quand le vieux il meurt, les gens vont boire du champagne dans la rue. Mais franchement, il n'est pas mort. Il n'est pas mort comme Carrero Blanco. Carrero Blanco, il a sauté avec bon, c'était sur le mouvement de masse qui l'a viré. Qu'un vieux crève, c'est complètement normal. Si ça nous fait plaisir, on peut boire l'apéro. Mais franchement, non, quoi. Il faut passer à autre chose. Voilà. Bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup pour les interventions. J'ai trouvé ça super intéressant. Mais il y a un point que j'aimerais bien revenir. C'était sur la question des retraites et sur le fait qu'il ne faut rien donner à l'extrême droite. Je suis d'accord de fait qu'il faut évidemment rien donner à l'extrême droite et que c'était quelque chose qui marchait très bien avant. Mais je trouve que c'était avant et que maintenant les choses ont changé et que maintenant on n'est plus hégémonique dans ce débat et que maintenant c'est les idées d'extrême droite qui le sont. Du coup, est-ce que, parce que heureusement là, la question sur la retraite, elle n'a pas été faite parce qu'elle n'a pas été votée à l'Assemblée, pardon. Mais c'est quelque chose qui va, c'est une question qu'on va devoir se poser au bout d'un moment jusqu'en 2027 où il va forcément avoir une proposition du RN qui va venir. Et moi, je trouve que si la question devait être posée, sur l'Assemblée, il faut aller la voter. Parce que d'une certaine manière, d'une manière ou l'autre, moi, si je peux permettre à mon père de partir 2 ans avant à la retraite, que ce soit n'importe qui, je prends d'une certaine manière. Et si on ne la vote pas, est-ce que on ne deviendrait pas inécoutable pour toutes les personnes qui ne sont pas politisées? Parce qu'on leur dit, il faut, c'est l'ennemi. Nous, on est pour, on est pour le peuple, on est pour du coup toutes les avancées sociales. Mais dès qu'il y a une loi qui propose cette avancée sociale, on ne la vote pas. On va devenir inécoutable, et on l'est déjà maintenant. Donc, est-ce que quand cela va se reproduire, est-ce que ce ne sera pas à se mettre une épine dans le pied, le fait de voter ça? Merci. Enfin, de ne pas le voter, du coup. Je vous laisse répondre à ça, déjà. Tu veux... Peut-être qu'on peut déjà répondre à ce qui a été dit. Je pense que sur la dernière question, c'est à toi de... c'est à toi de répondre. Non, il y a une idée. Il y a ce que tu disais, pourquoi est-ce qu'on ne mobilise pas d'abord notre camp? La question, c'est que si on mobilise que notre camp, on ne sera jamais majoritaire. Non, mais si, on aura... Non. Il y a aujourd'hui, il y a eu le vote RN a augmenté. Si on ne mobilise que la France des quartiers populaires, on est sûr d'avoir le RN au pouvoir. Point barre. La question. Alors, est-ce que le tract était bon? Tu proposes de faire ce qu'on reproche à d'autres, c'est-à-dire d'avoir des tracts un peu différents selon les communes. Je peux t'assurer que dans 1000 communes de France, les candidats ou candidates du NFP ont fait ça, c'est-à-dire ont distribué des tracts différents dans les quartiers différents. Seul Ruffin l'a avoué, mais il y a 1000 communes dans lesquelles ça s'est passé, et ce n'était pas tous des Ruffinis, c'était compris des gens de LFI, mais ça, c'est autre chose. Mais le fond de la question, le fond du débat, si on ne s'intéresse qu'au tour, ce qui est légitime, et qu'on... Je crois pas que c'est ce qu'elle a dit. Oui, voilà. On ouvre la voie, on est certain d'avoir le RN. Alors, la deuxième chose, c'est le débat sur la tactique, la tactique parlementaire. Bon, je suis pas député. J'ai eu ces débats en public, d'ailleurs, avec Raphaël Arnaud au cours d'un débat à Avignon, dans une réunion qui était organisée par le SCALP, pour vous dire. Donc, parce que, tu l'as souligné, je suis un des 12 personnes, je crois, avec Annie Ernaux,
Stathis Kouvelakis, Ouria, Boutella par ailleurs, avoir signé un texte disant si le FN dit on fait une motion pour l'abolition de la réforme de retraite, les députés de gauche doivent la voter. Oui, pourquoi ? Parce que quand vous êtes dans une assemblée, quand vous êtes dans un conseil municipal, par exemple, quand vous êtes dans un conseil départemental, vous votez en fonction du contenu du texte qui est proposé. Et vous votez sur les subventions aux cantines, l'ouverture, la fermeture d'une ligne de bus, avec les gens qui partagent sur ce point-là votre orientation. Ce n'est pas une alliance. Tous les jours, dans toutes les municipalités de France, il y a des gens de LFI qui votent des motions proposées par des gens LR, des macronistes, etc., qui ne sont pas sur les problèmes généraux, qui ne sont pas sur la réforme des retraites, mais qui sont sur des questions locales. Le fait d'avoir un moment le même vote que des fascistes est une question qui, si on dit on ne vote pas parce que des fascistes votent aussi, amène à des choses qui sont absurdes. Il est nécessaire de voter l'abrogation des réformes de retraite. Si la chose s'était posée, il y aurait eu pendant un mois un bordel du feu de Dieu à l'Assemblée nationale et dans toutes les chaînes en disant ces gens-là ils se disent de gauche, mais en fait ils votent avec l'extrême droite. Non, ils votent pour l'abrogation des réformes des retraites. Mais effectivement, tu as raison. Si c'était des voix de gauche qui avaient empêché l'abolition des réformes de retraite, alors là, c'était plié. On était sûr d'avoir à la prochaine fois, et pas de façon marginale, des votes populaires en très forte proportion pour le RN, et adieu nos perspectives politiques. Mais c'est une question tactique. C'est de toute façon, à part sur cette question de la réforme des retraites où ils sont trop engagés, la quasi-totalité des textes que va soutenir le RN sont des textes qui soutiennent en fait la politique de Macron, qui sont des textes libéraux, sont des textes qui, dans le cadre du Parlement européen par exemple, soutiennent les lobbies de l'automobile, de la chimie, de l'agro-industrie, et j'en passe et des meilleurs. Et donc le nombre de propositions sur lesquels il y aura à la fois des votes d'extrême droite et des votes des gauches radicales seront tout à fait infimes. Donc j'ai pas de crainte de ce qui est une confusion entre les deux. Mais ce serait une erreur tactique de s'opposer à... Voilà. Qu'est-ce qui était dit aussi ? Oui, alors les positions consistant à dire... Enfin... Je ne veux pas dire il y a qu'à Faucon. C'est-à-dire il faut savoir ce qu'on veut, même si le réaliser est difficile. Mais aujourd'hui, par exemple, on a ce débat à 100 mètres de Paris, à vol d'oiseau, dans une commune de la périphérie. Mais aller à Reims, par exemple, et essayer de tenir ce discours où les antifascistes luttent physiquement pour leur survie, où les organisations de gauche et les organisations syndicales sont terrorisées par les groupuscules d'extrême droite et n'osent rien faire, où la principale organisation LGBT est dirigée par des militants du Rassemblement national, où le mouvement écolo est infiltré par des gens du Rassemblement national. Donc l'activité, l'action est tout à fait nécessaire, mais il ne suffit pas de dire il faut être un peu plus ferme. Parce que y a des questions qui sont des questions de qu'est-ce qu'on dit qui est viral, d'où la question des influenceurs et influenceuses, et pour conclure, pour résumer les choses en un mot, qu'est-ce qu'on fait pour présenter des perspectives désirables par rapport à l'extrême droite. C'est-à-dire que la tactique du cordon sanitaire qui a été utilisée sous des noms différents, et à raison, je répète, par exemple par Alfron au dernier millénaire,
n'est plus possible. La tactique, la politique consistant à prendre le programme du RN et proposition par proposition faire 150 contre-argumentaires tombe à côté. Parce que les gens qui votent pour une série de raisons qui diffèrent selon les régions, mais je ne saurais trop recommander de lire le livre de Faury, le livre de Benoît Coquart qui est dans l'Est, les travaux de Yann Lelanne qui a travaillé sur l'extrême droite et sur les Gilets jaunes, et y compris, je crois qu'il était cité le bouquin de Michel Daubry sur l'allergie française au fascisme qui montrait que c'était des foutaises. Donc, je ne saurais trop recommander de lire ces bouquins-là, mais il reste nécessaire, crucial, parce que c'est quelque chose qui crée une différence, qui n'est pas numériquement l'essentiel, mais qui crée une différence, qui peut changer les résultats des choses. Je vous rappellerai par exemple que Kamala Harris a été battue, notamment parce qu'il y manquait des voix du prolétariat blanc. Et vous lisez les livres de Thomas Franks sur pourquoi est-ce que les pauvres votent à droite et pourquoi est-ce que les riches votent à gauche, qui explique bien pourquoi aux États-Unis le fait que la gauche ait laissé tomber complètement les couches populaires, en particulier les ouvriers classiques, est un phénomène auquel Bernie Sanders a provisoirement donner un coup d'arrêt, mais auquel la direction des démocrates est incapable de réfléchir, ce qui fait que nous avons Trump au pouvoir. Je m'excuse par avance pour les personnes qui voulaient poser des questions, mais je propose qu'on continue le débat en off, mais qu'on ait quand même un élément de réponse à ça, histoire de ne pas rester sur une vision qui va dans le même sens que ce qui a été questionné. Et après, j'aurai une toute petite annonce à vous faire, donc je vous demanderai de rester 30 secondes de plus après la réponse de Vanina. Mais je vais essayer Sauf si Djeko, tu voulais réagir aussi peut-être dessus après. Non, je vais essayer de ne pas être trop longue. Moi, j'ai lu à un moment donné un bouquin glaçant d'un militant justement sous la montée du nazisme qui a commencé par essayer d'organiser sa classe et puis qui a fini par aller dans les meetings des nazis pour essayer d'extirper un à un les gens. Enfin, justement sur ce qu'implique la montée à un moment donné des phénomènes nazis et de ce que ça dit des mouvements de masse qui se construisent. Mais pour autant, je ne partage pas du tout ce que vous dites. Donc je vais essayer de décentrer, de prendre un exemple. Vous voulez des choses qui sont glaçantes ? Au mois d'août, par exemple, il y a eu des émeutes fascistes en Angleterre. Des émeutes fascistes, c'est-à-dire qu'il y a des dizaines de personnes qui ont été passées à tabac, des mosquées qui ont été brûlées, etc. Heureusement qu'il y a eu des organisations qui ont mis en avant un mot d'ordre que je partage aujourd'hui, c'est qu'on est plus nombreux et nombreux qu'eux. Et qui ont dit, là, du coup, la question, c'est d'arriver à les faire dégager. Et qui se sont organisés quartier par quartier, etc., pour mettre fin à ce truc-là. Mais c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. On a encore la possibilité. Donc moi, tu es passé dans ton discours de c'est pas suffisant, c'est plus possible. C'est pas suffisant, ça veut dire que c'est nécessaire. Bien sûr qu'après, il va y avoir plein d'autres choses qui vont s'ouvrir sur le débat, le projet de société, etc., pour arriver à créer une alternative. Mais c'est nécessaire de faire ça, sinon on perd. Mais il faut le faire partout. Oui, en Angleterre aussi. En Angleterre aussi, oui. Dans les années 80, quand on faisait nos manifs, on avait un pouvoir, après le consensus de la sortie de la guerre, le fascisme s'est marginalisé de lui-même. Et petit à petit, il revient dans les institutions. Aujourd'hui, il y a une fusion de l'État. Aujourd'hui, c'est clairement difficile, avec la militarisation de la police, de motiver des gens à aller cogner du fascisme, des fascistes. Angers, Tours, Nantes, ils se baladent comme ils veulent. Les gens peuvent appeler comme on veut. Ils font ce qu'ils veulent aujourd'hui. À Lyon, ils font ce qu'ils veulent aujourd'hui. Et aujourd'hui, les flics sont avec eux, ils les protègent. Et bien sur ce constat, excuse-moi. Sur ce constat qui est complètement glaçant, quelque part, tu ouvres une transition avec le mot de la fin que j'aimerais vous donner. Je pense que pour certaines et certains d'entre vous, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a un camarade antifasciste qui est actuellement incarcéré à Fresnes. Il lui est reproché d'avoir participé à une manifestation antifasciste en Hongrie. Et c'est la SDAT, c'est-à-dire la police antiterroriste, qui est venue le cueillir chez lui. Donc, pour aller plus loin par rapport à ce que tu disais, aujourd'hui, le fait de manifester contre une manifestation de néo-nazis, et là on parle même pas d'Orban, qui est quand même déjà d'extrême droite, mais de nostalgique des personnes qui ont tout simplement mis en place la Shoah en Hongrie,
se retrouve actuellement incarcéré, perquisitionné par l'antiterrorisme. Et perquisitionné par l'antiterrorisme, donc ça va beaucoup plus loin parce qu'effectivement il y a une solidarité internationale des États, y compris de régimes qui théoriquement sont sur des lignes politiques, bon vaguement, mais en tout cas quand même différentes de celles d'Orban. Et du coup, la semaine prochaine, donc samedi prochain, La Parole Errante, on organise avec d'autres organes antifascistes, on organise un événement de soutien à notre camarade Gino. Et si vous le pouvez, venez. Il faut qu'on soit le plus nombreux et le plus nombreux possible pour lui accorder un soutien. Merci à toutes et à tous d'être venus jusqu'au bout. Merci Djeko, merci René et merci Vanina. On va marquer une petite pause quand même parce que là je pense que vous commencez tous à avoir le cerveau qui chauffe un petit peu et on se retrouve pour la dernière plénière, ça vous laisse le temps de manger, etc. On se retrouve vers 20h, 20h15 ici.